Avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Il est 10h25. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Madame Hiro, nous avons donc notre invité ce matin qui n'est autre que Ousmane Gawal Diallo. Monsieur le ministre, rebonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Bonjour, Gorko Soussaï. C'est toujours Gorko Soussaï? Absolument. On va voir un ça. jour et toujours. Ouais. Alors, vous étiez récemment en tournée au siège de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut avoir l'essence de cette tournée, le contenu? De quoi s'agissait-il réellement pour la Guinée? Disons, c'était de remettre les pendules à l'heure. Ouais. Lorsque les acteurs politiques défilent dans les institutions internationales, rencontrent nos partenaires institutionnels ou étatiques, ils vont raconter leur version de la transition guinéenne. Il est de la responsabilité des ministres de l'État, lorsqu'ils arrivent dans ces institutions, de dire leur part de vérité aussi sur cette transition. Donc c'est une opération de recadrage d'une certaine manière ou de rétablissement des faits. Donc en quelque sorte, vous répondez, parce qu'à vous écouter, peut-être il y a d'autres personnes qui passent, qui disent des choses. Ah, c'est comme ça, ouais. Justement pour dire notre part de vérité. Ce qu'ils disent, c'est pas ça la vérité. Non, nous ne disons pas que ce qu'ils disent, c'est pas ça la vérité, parce qu'on n'est pas censé savoir ce qu'ils disent. Mais nous disons dire notre part de l'histoire, des faits qui se passent actuellement. Oui, mais alors au cours de ces rencontres, qu'est-ce qu'ils vous ont dit qui aurait été dit, par exemple? Non, en général, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand on rencontre les institutions, d'abord, il peut arriver qu'on ne rencontre pas la même personne dans la même institution. Ouais. Il y a eu un cas comme au niveau des bureaux des droits de l'homme, par pur hasard, on a rencontré... À Genève? Voilà, on a rencontré la même personne. Ouais. Mais dans certains cas, on ne rencontre pas forcément le même interlocuteur. Oui, mais on vous fait quand même les briefings. On vous parle de la transition, version ce qu'ils ont dit. Non, ils te présentent la situation comme si c'était leur point de vue. Okay. Ils ne vont pas dire non... X a dit ça, Y a dit ça. C'est pas comme ça. Ils vont vous dire. Il y a des rapports sur la Guinée. Voilà, il y a d'abord plusieurs sources d'informations. Les ambassades, les observateurs, les institutions internationales qui sont présentes et accréditées en Guinée. Et puis il y a ce que les acteurs politiques disent. Il y a un faisceau donc d'informations qu'ils reçoivent. Même sans nous, ils ont la possibilité de recouper les informations aussi et d'avoir une certaine synthèse. Simplement, ils ne peuvent pas être des porteurs. Les ambassadeurs qui sont accrédités à Guinée ne sont pas les porte-parole de l'État guinéen. Ils racontent l'histoire suivant leur point de vue, qu'il soit positif ou négatif, mais selon leur point de vue. Et donc nous, quand nous arrivons, nous disons selon le point de vue du gouvernement. Et c'est quoi finalement l'attente derrière? Parce que généralement, nous lisons les rapports, que ce soit des Nations Unies ou des pays amis, comme les États-Unis l'ont fait dernièrement, rapport quand même accablant sur la situation des droits humains dans notre pays, donc accablant un peu votre gouvernement, disons sérieusement. Est-ce que vous attendez que votre discours soit pris en compte dans ces rapports qui sont produits par les Nations Unies et d'autres pays? Non, les discours sont toujours pris en compte. Les droits de l'homme, c'est un objectif. Il n'y a aucun pays où on vous dira ça va. Dans le rapport annuel que les Nations Unies publient, il n'y a aucun pays du monde où on dira ouais, les droits de l'homme c'est réglé, ici ça va. Donc c'est un projet, c'est un objectif qu'il faut poursuivre régulièrement. Il y a des pays où ça va mieux. Il y a des pays où il va mieux, il y a des pays où il va moins bien. Et donc il faut sans cesse encourager les pays à faire mieux. Et c'est comme ça. C'est ça le travail aussi des Nations Unies. Et ils travaillent avec les institutions publiques pour les encourager, les inciter, les pousser à faire mieux sur les questions des droits de l'homme, parce que c'est quelque chose... Je pose la question parce que je disais, l'attente, est-ce que c'est pour que votre discours soit pris en compte ou alors vous décidez de vous amender, donc prendre en compte le discours qui est porté par des leaders politiques, mais également par les ambassades accréditées en Guinée, pour vous amender, pour dire, bon, nous sommes d'accord que sur ce pan, ça ne va pas bien, donc on va corriger, ou alors on dit, on va quand même expliquer pourquoi c'est comme ça. Oui, on explique, mais les deux sont possibles. Nous prenons en compte ce qui est dit, ce qui est objectif, ce que nous pensons pouvoir faire immédiatement. C'est comme ça qu'il y a l'échange. Et c'est pour ça que l'écoute est intéressante à ce niveau-là. Les grandes gueules. Par un acteur politique, rappelez-vous, lorsque les acteurs politiques ici à l'intérieur se sont inquiétés sur le premier format du cadre de dialogue qui avait été mis en place, le gouvernement a corrigé, a annulé, a pris un autre décret pour remettre en cause. Lorsqu'ils sont inquiétés sur l'absence de personnalités neutres pour conduire le dialogue, le gouvernement a pris les dispositions pour mettre des personnalités consensuelles d'une certaine manière pour conduire ce dialogue-là. Ça veut dire qu'on est à l'écoute des gens. Qu'ils choisissent des Guinéens ici
ou de nos partenaires à l'international. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Ok. Alors, si tu me permets, s'il te plaît, un point spécifique qui revient sans cesse, c'est l'interdiction quand même systématique des manifestations publiques, des manifestations de rue en République de Guinée. Il y a ce que nous constatons et des propos que vous avez tenus récemment qui disent plutôt que ces interdictions ne résident que sur une seule partie de la capitale guinéenne, notamment la dorsale, il y a des manifestations de manière récurrente. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Est-ce que les interdictions que nous savons toutes avoir été prises et annoncées publiquement, en réalité, quelle est la réalité aujourd'hui? Est-ce que cette interdiction est levée sur les manifestations en Guinée? Non. Parce que les mairies continuent de s'en prévaloir. La réalité est que nous voulons que les manifestations ne conduisent pas à la mort des gens. Ça n'a aucun sens de sortir pour quelque raison que ce soit si ça doit conduire à une victime, quelle que soit la victime là. Même si par ailleurs on prenait sur le flagrant délit l'auteur, cela ne répare pas le préjudice quand il y a un mort. Donc, mieux préférons qu'il n'y en ait pas du tout. Oui, mais est-ce que le mieux n'est pas à faire dans ce cas? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce que le mieux dans ce cas, ce n'est pas encadré plutôt que d'interdire systématiquement? Parce que s'il y avait les moyens de dire on encadre et que rien ne se passe, mais ce serait l'idéal. Mais il y a eu des encadrements, vous-même, à des manifs, pendant lesquels il n'y a pas eu de mort. Je vais vous dire, quand c'est encadré. Il y a eu des manifestations où il n'y a pas eu de mort. Ils n'étaient pas du tout encadrés. Pas du tout. Ici. En Guinée, il n'y a pas eu de manifestation encadrée et qui a fini très bien. Chaque fois que les forces de police étaient en accord, soit la provocation venait d'un camp ou d'un autre, mais ça conduisait toujours au grabuge à la fin. Nous sommes quand même dans le pays que nous connaissons. Voilà. Il y a eu des manifestations par contre ici où il n'y a pas eu de victimes. Ils n'étaient pas du tout encadrés par les forces de défense et de sécurité. Ici. Donc c'est possible. Alors, est-ce que Monsieur le ministre, à date, est-ce qu'on peut dire que les manifestations ne sont pas interdites en Guinée? Si, attendez, comment est-ce que c'est pas interdit? C'est interdit, on l'a dit clairement, c'est interdit dans la voie publique. C'est interdit sur la voie publique. Les gens peuvent manifester dans d'autres endroits que sur la voie publique. Il n'y a pas que la voie publique pour manifester. Bien. Quand même. Voilà, on va essayer d'aborder d'autres aspects. Il n'y a pas que la voie publique pour manifester. Non, mais où se faire entendre? Non, sur la ils se font entendre tous les jours. Oui. Là où ils veulent. Ils se font entendre tous les jours. Il n'y a pas que la voie publique. Mais pas là où ils veulent. Mais monsieur le ministre, ce que vous dites est quand même grave. Vous revenez là, vous étiez devant quand même le Conseil des droits de l'homme. Et là, ce que vous nous dites, c'est quand même grave. Parce que dans tous les pays du monde, le principe sacro-saint, ce sont des manifestations publiques. Pas du tout. C'est le principe, monsieur le ministre. Pas du tout. Abessi. Il y a des pays qui ont ça comme principe de base. La France, notamment, on est héritier aussi d'une certaine culture française. Mais il y a des pays où la manifestation, c'est la dernière option. Ce n'est pas le premier objectif. Oui, mais sauf que chez nous, les lois le consacrent. Attendez, y compris en France, lorsque vous n'avez pas l'autorisation, ben vous ne manifestez pas. Alors, lorsque l'État ne vous autorise pas, vous ne manifestez pas. La manifestation, c'est un droit qui est bien encadré par les lois et qui requiert des autorisations de l'État. Lorsque l'État dit il n'y a pas de manifestation, ben il n'y a pas de manifestation. Sauf que selon cette même loi, ce n'est même pas, quand vous dites État, c'est même pas au gouvernement justement d'interdire les manifestations. Parce que c'est au cas par cas et c'est par les mairies. Je veux dire, c'est pas les mairies seulement. Pour qu'une mairie autorise une manifestation, elle a besoin de l'autorité publique, la force publique. C'est pas la police, c'est pas la mairie. La gendarmerie, c'est pas la mairie. Elle a besoin de ces forces-là et de leur avis clair. Voilà, mais c'est la mairie qui peut interdire. Attendez, lorsque l'État, par la mairie, ailleurs c'est les préfets, dans d'autres endroits en France c'est les préfets, c'est pas les maires. Lorsque le préfet dit il n'y a pas de manifestation, ben il n'y a pas de manifestation. Bien. Si mais en Guinée, lorsque le maire dit il n'y a pas de manifestation, ben il n'y a pas de manifestation. Sauf que lorsque le maire dit il n'y a pas de manifestation, on dit non, c'est illégal. Voilà. Et le maire dit il n'y a pas de manifestation. Ailleurs, on dit il n'y a pas de manifestation, personne ne dit c'est illégal. C'est légal. Lorsque le maire dit il n'y a pas de manifestation, c'est légal. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas à contrevenir. Ok. Alors, sinon, il n'y a pas de maire. Alors, il y a quand même, ça m'inspire la question. On a porté la réflexion ici. Pourquoi le CNRD s'encombre-t-il de ce type de décision? Pourquoi ne pas simplement laisser les mairies gérer la question des manifestations? Pourquoi aller prendre un communiqué pour interdire systématiquement les manifestations en République de Guinée? Les mairies auraient pu apprécier, comme vous le dites, au cas par cas et prendre la décision qui sied. Est-ce que ce n'est pas le moment, face à la condamnation plutôt générale
de cette mesure, est-ce que ce n'est pas le moment de revenir là-dessus et de confier aux municipalités la responsabilité, qui est plutôt légale d'ailleurs, et naturelle, de gérer la question des manifestations? C'est ma première question. Je veux poser une deuxième. Chaque fois qu'il y a les partenaires techniques et financiers de la Guinée, on invoque, lorsque les intérêts sont opposés, la Guinée a quand même l'habitude d'invoquer sa souveraineté. Dernièrement, vous avez vu la sortie du ministre Maurice Sanda sur le... Comment ça s'appelle avec l'ambassade des États-Unis? Le compte à rebours. On a rappelé qu'on était en État et qu'on n'avait pas besoin de maîtres qui nous surveilleraient comme si nous étions des élèves. Où est l'intérêt, dans le cadre de cette tournée-là, d'aller s'expliquer devant l'Union européenne? À la fin, est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction, ou est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'adaptation de sa démarche, et qui va parfois même contre ses affirmations de base? Il faut pas confondre deux choses. La souveraineté, il y a ses attributs et la manière de l'exercer. Les interdépendances entre les États sont des faits. Les États-Unis, quelle qu'ait été sa puissance, ne peut pas conduire le monde seul. A besoin souvent de compromis avec des États plus petits, moins importants, pour faire passer ses propres idées. C'est comme ça. Ça, c'est les interdépendances. Il y a la limite de ces interdépendances-là dans les rapports entre les États. C'est là que la souveraineté, elle intervient. Ce n'est pas parce qu'on va demander une assistance financière à tel ou tel qu'on renonce aux attributs de notre souveraineté. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'on peut assumer 100% de ses besoins financiers qu'on peut marteler notre souveraineté partout. La vérité, est-ce que le discours des opposants, la question, des acteurs politiques... C'est la nécessité d'aller s'expliquer. Est-ce que ça vous pose aujourd'hui un préjudice? Non. Est-ce que l'action de Selou, l'action de Sidia, l'action du FNDC globalement... Est-ce que ça porte fruit? Est-ce que ça vous pose aujourd'hui un préjudice dans la conduite de la gouvernance? Non seulement ça ne porte pas préjudice, mais on ne voudrait pas que ça porte préjudice. Alors où est l'intérêt d'aller vous expliquer? C'est pour que ça ne porte pas préjudice. Parce que les préjudices, ça veut dire isoler la Guinée, ça veut dire qu'il n'y a pas de collaboration avec les autres États, ça veut dire que les institutions financières internationales ferment le robinet pour la Guinée, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que leur voix est entendue. Non, aujourd'hui, attendez, la Guinée n'est pas du tout dans ce cas. Nous continuons à échanger avec tout le monde, nous continuons à avoir des ressources financières, nous continuons à avoir le soutien de la Banque mondiale, du FMI et de nos partenaires multiples. Ça veut dire qu'ils font confiance à la transition. C'est parce qu'ils font confiance à la transition que nous échangeons et que ces échanges portent fruit pour qu'ils n'arrivent pas à une situation seulement à prendre des décisions en entendant un seul son de cloche. C'est cela la réalité. Voilà, le ministre des Télécoms et le porte-parole du gouvernement, il faut le rappeler, notre invité ce matin. Dernière question sur sur la question des droits humains, M. Gawal, est-ce que, à vous écouter, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les droits humains sont respectés sous la transition? Non, c'est pas totalement respecté. C'est pas un pays où il y a tous les respects des droits de l'homme, mais il n'y a pas, je l'ai dit tantôt, et quel est le pays où tout est respecté? Il y a des failles, c'est pour ça que systématiquement, on va faire notre partition, on laissera un pays qui aura aussi besoin d'améliorer la question des droits de l'homme, d'améliorer sa justice, d'améliorer ses institutions. C'est cela, c'est un projet que nous ferons à la fin de notre vie, mais il y aura encore des chantiers sur ces questions-là que d'autres générations vont poursuivre. Voilà, on va essayer d'évoquer maintenant Guinée Télécom, mon cher Jacques Liwaleno, il faut le rappeler, acquisition donc de la licence. Vous avez annoncé ici, moi je vous attendais au tournant. C'était peut-être lors de son avant-dernier passage. Son dernier oral ici. Que s'est-il passé? Vous aviez dit 6 mois. Je crois 6 mois, c'était en janvier ou février plus tard. Nous sommes en avril, monsieur le ministre. Non, c'était pas en janvier, février, 6 mois, c'est en juin que ça. Les grandes gueules. Non, mais c'était en janvier. Bon. Mais que cela nous tient. Les 6 mois, on compte à partir de votre dernier passage, là. Ou alors c'était pas le cas. Vous savez que je suis arrivé ici, je crois, je suis arrivé depuis moins de 6 mois que je suis à la tête du ministère, ou 6 mois tout juste que je suis au ministère. Donc, ça ne peut pas être moins. Je suis arrivé ici en janvier. 6 mois. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation de Guinée Télécom aujourd'hui? Donc, comme je l'avais dit auparavant, on a créé la société, on a acquis les licences, on a procédé aux tests techniques de fonctionnement et on a activé toutes les antennes de Kaloum. Est-ce qu'on vous a dit la vérité sur Guinée Télécom, monsieur le ministre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un pot de banane, en fait, sincèrement. Pardon? J'ai l'impression qu'il y a un pot de banane quelque part. Parce que vous aviez activé les antennes de Kaloum? Voilà. Toutes les antennes de Kaloum sont activées. Les grandes gueules. Toutes les antennes de Kaloum sont activées, les serveurs sont en marche, les tests de fonctionnement ont été effectués sur une échelle plus petite, c'est-à-dire qu'on a fait des appels
et des émissions Internet pour s'assurer que ça marche en 4G. Ça, c'est déjà fait. Des cartes SIM sont commandées. Les premiers échantillons sont arrivés. Vous savez, quand vous commandez des cartes SIM, on vous envoie un petit lot. On configure pour savoir si tous les fichiers marchent. Et c'est trouvé qu'il y avait quelques erreurs de création de la carte. On les retourne chez le fabricant avec les codes erreurs qui sont là. Il les corrige. Il nous renvoie encore des lots de cartes. Lorsque ce processus va se terminer, on a un lot de 10 000 cartes qui vont... Est-ce que vous avez procédé à l'achat de nouveaux matériels? Parce que ce n'est pas pour... Non, on n'a acheté rien du tout. Voilà. On n'a rien du tout acheté. Les équipements qu'on a trouvés là, c'est des équipements qui sont 2G, 3G, 4G. On n'a acheté aucun équipement. Et tout ce qu'on est en train de faire actuellement de nouveau, c'est que les antennes, la plupart exposées sous les intempéries et qui sont restées là plus de 10 ans, la plupart des batteries, c'est des batteries solaires, sont foutues, y compris au niveau du serveur. C'est pour ça qu'actuellement, on utilise un groupe de 500 kVA pour faire fonctionner les serveurs. Sinon, tout ça marchait avec des batteries qui pouvaient être rechargées par l'électricité domestique. Mais toutes les batteries sont foutues. Donc Oyegui Lavogui n'a pas menti. Moi, je ne sais pas ce qu'Oyegui Lavogui a dit. Mais on n'a pas racheté... Il a dit qu'il avait acheté du matériel avec les 50 millions de dollars. Moi, je ne peux pas évaluer le fonds parce que je ne sais pas. Mais je dis, on n'a pas acheté des serveurs. On n'a acheté rien du tout. Maintenant, ce qu'il va faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est là le gros travail de Guinée Télécom, on n'a pas beaucoup d'antennes dans le pays. Il y a moins de 300 antennes. Je crois que 275 antennes dans tout le pays. Ouais. C'est ça Guinée Télécom. Bien. Comparativement, Orange a 2500 antennes dans le pays. Monsieur ça le veut ministre, dire que si on veut rattraper ce gap-là, ça nécessite 55 millions de dollars entre maintenant et la fin du mois d'octobre pour essentiellement déployer des antennes pour que la base de commercialisation, le billing, plus les antennes mises à nouveau puissent marcher. Mais cela ne tienne, on peut lancer l'entreprise rapidement en faisant de l'itération, comme partout dans le monde, c'est-à-dire que le roaming intérieur va être une règle, c'est-à-dire que peu importe l'opérateur qui émet, si vous avez votre carte SIM, vous pouvez avoir votre propre réseau. Vous n'avez pas besoin d'être multi-SIM pour pouvoir fonctionner. Si cette règle-là est respectée conformément aux dispositions de la loi, alors Guinée Télécom peut commencer à émettre le lendemain son billing marche. Alors, monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous comptez finalement sur le nationalisme des Guinéens, la concurrence étant rude, ou alors quel est votre planning pour pouvoir vous aligner au moins au niveau de ceux qui sont déjà très avancés? Je veux parler de Orange. Quelle sera la magie? Non, il y a beaucoup de choses. Les questions commerciales. D'abord, nous ne commercialisons pas. En tant que ministère, nous ne vendons pas. Le ministère a la prérogative, c'est de montrer que la machine marche, évaluer les actifs, trouver un partenaire commercial dont le travail sera de commercialiser. Un exploitant, quoi. Non, ça, ce sera son business, ce n'est pas à l'État. Deuxièmement, nous pensons qu'il y a une solution aujourd'hui qu'on peut trouver et sur laquelle nous pensons et sur laquelle je ne vais pas m'avancer beaucoup puisque c'est des pistes de négociation commerciales qui sont en train de se passer. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir, mais il y a de très bonnes perspectives pour qu'au moins, au démarrage, qu'on puisse se positionner comme numéro 2 du marché local avec toutes les cartes sont sur la table, y compris avec les grandes fusions avec MTN et Celcom notamment. Toutes ces questions-là sont sur la table, aucune décision n'est prise, nous les examinons et pour voir quel est l'intérêt économique pour nous, quelle est la faisabilité du système et qu'est-ce que ça peut nous apporter comme solution. Guinée Télécom a des actifs. Vous nous apprenez ce matin, il y a possibilité d'une fusion MTN, Celcom pour faire Guinée Télécom. Y compris de vendre Guinée Télécom jusqu'à 70% de ses actions capital. Ok. Il y a tout ça dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi nous autorise de vendre Guinée. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, vous dites vendre les actions ou une société que vous voulez relancer? C'est une société anonyme. Guinée Télécom, c'est une société anonyme. Oui, c'est une société anonyme. Oui. Mais vous vendez des actions, je ne sais pas, si l'objectif de relancer Guinée Télécom, c'était quoi finalement? C'était pour que l'État ait sa propre société, j'imagine. Ou de venir de manière déguisée, ressusciter Celcom. Attendez. Ou... Attendez. Expliquez-nous très bien. C'est pas une société publique. C'est une société... Ça ne va pas être une société publique. Pas du tout. Bien. C'est pas une entreprise publique. C'est une entreprise à capital mixte. Voilà. C'est comme ça qu'il est créé. Et ça serait géré par les privés. Mais la question est gérée par l'actionnaire majoritaire. C'est l'État qui le gère. Monsieur le ministre, la question de Jacques a du sens. Alors, on a dit, on ressuscite, on relève une société qui s'est agenouillée, qui est allée à l'agonie, qui a peut-être même disparu. Non, elle a disparu. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ressusciter et doter l'État, justement, au départ, c'est ce qu'on nous a dit, doter l'État d'un opérateur à lui,
bien entendu avec des possibilités de prise de part maintenant qu'on est en une SA. Mais alors, où est le sens d'aller la revendre ou même d'évaluer, d'examiner la possibilité d'une revente de cette société-là, alors que l'objet, c'est d'avoir une société, une compagnie nationale. Je vais vous dire, le fait que la compagnie, dans la revente de ces activités-là, de ces actions, si 51% de l'actif est détenu par la Guinée ou des Guinéens, c'est une société guinéenne ou pas? Non. Attention. Je vous dis, il faut nuancer ça. La Société Générale. Il faut nuancer ça. Pas par des Guinéens, on parle de l'État. Je vais vous dire une chose. Ouais. Vous prenez la Société Générale. C'est une société guinéenne ou pas? La Société Générale? La Société Générale, j'en sais rien, moi. La banque? C'est une société guinéenne dont plus de 52% du capital est détenu par des opérateurs économiques guinéens. Ouais. C'est une société 100% guinéenne qui a fait majoritairement guinéenne. Société de droit, société de droit guinéen, je peux comprendre. Non, pas de droit guinéen. Donc la majorité du capital est détenue par des Guinéens. Par des Guinéens, mais pas par l'État guinéen. C'est ça la différence. C'est pas une société publique. Donc nous, si demain on relance Guinée Télécom, ce n'est pas pour en faire une société d'État. C'est pas pour faire une direction nationale. C'est pas pour faire une direction nationale publique. C'est pour faire une entreprise guinéenne qui marche. Et que ça soit géré maintenant, acheté par des Guinéens. Donc pour que ce soit clair, l'objectif, on veut relever Guinée Télécom, mais pas pour l'État. C'est pas avec des prises d'action de l'État. Non. Pas seulement. C'est pas ça l'objectif. Est-ce que l'État y prendra des actions, des parts? L'État est déjà propriétaire. L'État a déjà la possibilité de vendre jusqu'à 70% de ses actions. Bien. Maintenant, ce que je vais vous dire. Attendez, excusez-moi. Prenez Orange. Orange Guinée là. Quelle est la nationalité de la société? C'est français, non? Pourquoi vous dites ça? À la base, on sait que la maison mère. C'est la maison mère. Mais c'est la Sonatel qui la détient. C'est pas du tout français. Voilà. Ok. Elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise. Elle est détenue par Sonatel. Sonatel même est détenue par Air France Télécom. Sonatel même est une entreprise française. Bien. Dans la structure du capital. Donc, quand vous regardez l'économie, dans l'économie, vous regardez la France. Non, ça revient pas. Alors, quand vous regardez France Télécom, sa structure du capital, ce n'est pas l'État français. L'État français ne détient que 12%. Voilà, on va revenir dans la troisième partie de l'émission. Capitalistique, la nationalité de l'entreprise dépend des propriétaires de la majorité des actions. Bien. C'est ce qui détermine sa nationalité. Bien. Voilà, monsieur le ministre, on va revenir dans la troisième partie de l'émission, évidemment. Les véritables causes du divorce avec l'UFDG. On en parle ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs, avec notre invité Ousmane Gawal Diallo. Et puis, la tournée, justement. Et puis, que dire de plus? L'arrivée de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. Toutes ces questions débattues. Ça sera à 11h. On revient. En ce lundi matin, lundi de Pâques, mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Émission exceptionnelle avec un invité de taille. Évidemment, ce n'est autre que le ministre des Postes et Télécommunications, donc porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, est notre invité ce matin, mon cher Diba. Aïssat Saleh n'est pas avec nous ce matin. On va continuer le débat, évidemment. On était avec ces histoires de téléphonie. Guinée Télécom, on en parle ce matin. Oui, justement, monsieur le ministre, puisque pour tout le monde, Guinée Télécom allait naître sur le sein de la Sotelgui. Et ce matin, vous nous donnez d'autres informations parce qu'il faut rappeler que sur les 193 membres de l'Union internationale des télécommunications, les pays, la Guinée occupe en fait le bas de l'échelle. Nous sommes parmi les pays jusque-là qui n'ont pas une société nationale des télécommunications. Donc ce matin, vous nous apprenez Guinée Télécom, il ne faudrait pas qu'on se trompe, ce n'est pas cette société qui va naître sur les cendres de la Sotelgui. Alors moi, ma question, c'est de savoir aujourd'hui... puisque vous avez dit votre passage ici que dans les mois qui viennent, qu'on allait lancer l'entité, mais dans votre communication, on a l'impression que ce n'est pas encore pour demain. Est-ce que c'est ce qui vous amène aujourd'hui vers ce projet peut-être d'unité entre vous, MTN, et Celcom, sachant que Celcom, quand même, c'est un comateux. C'est pourquoi on dit un mariage entre un mort-né et un comateux avec des actifs, des passifs qui sont assez importants. Est-ce que c'est ce qui vous amène aujourd'hui à aller vers cette unité entre MTN, Celcom et Guinée Télécom? Non, fusion, parce que les défis sont énormes. Vous-même, vous constatez sur le terrain, comme vous avez dit, les réalités sont tout autres. Non, soyons clairs sur une chose. Guinée Télécom, ce n'est pas Sotelgui. C'est une société nouvelle qui a été créée sous l'ère du CNRD. Okay? C'est une société nouvelle qui a récupéré des actifs qui appartenaient
à la Sotelgui. Ouais. Et nous avons acheté notre propre licence qui n'était pas à la Sotelgui. Nos propres licences actuelles, ce n'est pas des licences de la Sotelgui. C'est notre. Quel est combien? 50 millions de dollars? Ça, c'est les licences actuelles. Le capital qui est autour de 50 millions de dollars. Okay. Et c'est un tiers qui est libéré. Donc ça, c'est une création. Ouais. La deuxième chose que je vais vous dire, ce n'est pas une fusion qui est envisagée. Je dis tous les sujets sont sur la table parce que Guinée Télécom recherche des partenaires stratégiques et financiers. Stratégiques parce que nous voudrions avoir des acteurs qui vont donner une belle image de qualité, de sérieux. Même si c'est des étrangers. Même des étrangers. Eh bien, nous recherchons cela. C'est très important. Si on parle aujourd'hui de Orange Télécom en Guinée ici, porté par Sonatel, c'est parce que Sonatel a fait un très bon mariage avec France Télécom, Orange France Télécom, pour être là où il est, à la fois sur le socle technologique et capable aussi d'exporter la technologie, aller acheter et occuper des parts de marché ailleurs. Pour revenir en arrière, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est une société nationale quand même. Quand vous dites que c'est ouvert, le capital sera ouvert même aux étrangers, moi je me pose des questions. Non, attendez, une société nationale, ça ne veut pas dire qu'il y a une société que pour les nationaux. C'est une société qui va aller porter le drapeau guinéen ailleurs. J'imagine que quand vous avez un footballeur guinéen qui a appris ici, qui va pour Barcelone, on sera toujours fier de dire qu'il porte le drapeau guinéen, même si c'est juste pour comprendre. Donc, l'acteur qu'on va mettre sur le marché, c'est un acteur qui sera guinéen et dont on souhaite qu'il puisse aller ailleurs, compétir, aller gagner des marchés. Et pourquoi pas demain qu'on puisse avoir Guinée Télécom en Bissau, au Niger, au Mali ou ailleurs, capable d'exporter la technologie là. Et pour ça, il y a une stratégie qu'il faut affiner entre le socle technologique, c'est-à-dire la SOGEB qui gère aussi toutes les infrastructures télécom dans ce pays, le rapport qu'il va avoir avec Guinée Télécom, qui va être l'opérateur mobile qu'on va mettre sur le marché. Et ça, c'est très important. Et pour la deuxième chose, c'est que nous ne recherchons pas forcément de fusionner. Mais quand les gens viennent vers vous pour dire et on peut se marier, vous ne dites pas on ne se marie pas. Vous examinez les conditions et les règles du mariage pour voir est-ce qu'il est porteur de quelque chose ou pas. Je dis qu'on est en train d'examiner, nous ne rejetons rien du tout. Et nous avons reçu plus de 160 demandes de partenariat dans ce sens, Agri-Télécom. Donc il y a énormément de choses à examiner. Mais ces examens-là n'arrêtent pas le travail que nous sommes en train de faire. Parce que, bien entendu, ils voient que nous progressons, que nos activités recommencent, que nous relançons. Mais ce n'est pas des activités commerciales. Parce que la commercialisation... Est-ce que l'État guinéen gardera l'actionnariat majoritaire sur Guinée Télécom? C'est ça ma question. Aujourd'hui, l'État guinéen détient 100%. Mais la loi qui a créé Guinée Télécom dit que l'État peut céder jusqu'à 70%. Maintenant, la question, est-ce que l'État guinéen gardera l'actionnariat majoritaire sur Guinée Télécom? Parce qu'il y a quand même une nuance importante. Il y a quand même une nuance importante. On ne peut pas dire qu'une société nationale est qualifiée comme telle parce qu'il y a, par exemple, dans le cas guinéen, beaucoup d'actionnaires guinéens. Non. Je vais vous dire, M. Tamba, nous avons, pour Guinée Télécom, dans les 5 années à venir, on aura besoin d'entre 300 et 400 millions de dollars pour investir dans le marché. Si j'ai demain un partenaire qui me dit, écoutez, M. Gawal, moi je peux vous donner 400 millions de dollars, mais il faut que j'ai 65% des actifs. Je le donne. Vous donnez. Mais pourquoi l'État ne ferait pas l'effort? Je comprends nos difficultés. Mais il s'agit, vous savez, ce sont des données, c'est un instrument particulier, stratégique, ce sont des données, tout ça. Tout le monde recommande, moi je ne suis pas expert du domaine, mais on a eu des ingénieurs télécoms ici qui relèvent la nécessité, ou si vous voulez, l'urgence pour l'État guinéen d'avoir son opérateur, de contrôler ses flux de données. Est-ce que l'effort n'est pas nécessaire auprès de l'État de garder l'actionnariat majoritaire sur ce type de... C'est là que je peux vous aider. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Pour contrôler les flux de données, pour contrôler les données, ce n'est pas les télécoms. Ce n'est pas la téléphonie qui fait ça. Ce sont les data centers. Ce sont les flux, les réseaux de circulation de ces données. Ça, c'est des entreprises nationales. Ça, c'est des infrastructures. Tant que moi, je serai ministre de Télécom, toute l'infrastructure de Télécom sera nationale et publique. Et on ne partagera pas. Et c'est là que l'État gagne de l'argent. Et c'est là qu'on contrôle les données. Parce que c'est là qu'on gère les data centers. C'est là qu'on gère le cloud. C'est pour ça qu'on fait l'effort de récupérer l'extension Guinée pour ramener ici et contrôler et exiger. Et il y a une loi qui est actuellement sur la table du Conseil interministériel
sur la loi de la protection des données à caractère personnel pour contraindre toutes les sociétés qui prélèvent des données des Guinéens de les héberger en Guinée ici. Et ça, c'est une loi qui est urgente et qui va être adoptée. Ah, les héberger. Les héberger. Les héberger. Les héberger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir votre data center. Comme à la Lonagui. Vous devez avoir votre data center. Vous devez avoir votre data center en Guinée. Et tous les passeports, les cartes d'identité, les parce que jusque-là, c'est pas pour nous, les passeports. Vos empreintes que vous laissez partout, dans les hôpitaux, partout. Toutes ces données-là devront être, après cette loi, rapatriées sur le sol guinéen et contrôlées. Il y aura une autorité qui va surveiller que ces données sont bien là. Et c'est sur la circulation des données des personnes, c'est là que l'État a une responsabilité et qu'il doit travailler pour maintenir sa souveraineté sur ça. Ouais. C'est pas sur la téléphonie. La téléphonie, c'est un pan économique, mais sur les données des Guinéens, c'est un autre aspect. Et là-dessus, il n'y a pas de partage. C'est une société publique, nationale, qui va s'occuper de gérer. Puisque il y a une question de souveraineté quand même numérique qu'il faut mettre en avant. La question de souveraineté numérique, c'est de garantir l'accessibilité de notre pays sous plusieurs frais. Aujourd'hui, il est encore à améliorer. Pourquoi? Parce que la Guinée, c'est le câble S qui arrive à Kipé, qui est la seule source d'arrivée de l'Internet dans notre pays. Nous sommes en train de négocier pour l'atterrissement du câble Amilcar Cabral, qui arrive de Cap-Vert, ou du câble Google Facebook qui est en train d'arriver. Donc nous travaillons, il y a déjà une deuxième licence qui a été délivrée pour l'atterrissement de notre câble, et nous travaillons pour le troisième câble. Tant qu'on n'a pas plusieurs arrivées de câbles Internet dans notre pays, plus les interconnexions avec les pays voisins, on ne peut pas garantir, on est fragile. Et c'est pour ça, pour garantir ça, il faut multiplier la connectivité de notre pays. Seulement, il y a un rapport de la Banque mondiale déjà qui dit que seulement 20% des ménages en Guinée ont accès à Internet. Et tout récemment, nous apprenons que vous avez délivré une licence autorisant la société guinéenne de fibre optique à déployer des réseaux à fibre optique sur l'ensemble du territoire guinéen. Et cette société, la Guinéenne de fibre optique, est une société à action simplifiée qui a été créée en 2022 à Conakry et détenue à 85% par Mouna Group, qui est détenue par l'ancien ministre des Travaux publics. Est-ce que c'est exactement ça? Vous savez, ce n'est pas à l'État de faire ça. Ça, c'est des entreprises privées. Alors qu'elles soient guinéennes ou étrangères, Orange va se lancer là-dedans. D'autres entreprises, il y a Métro aussi qui a eu la même licence, qui va se mettre à déployer. Mais les 20%, le fait qu'on n'ait qu'à 20% couvert, c'est avec deux facteurs ou trois. Le premier, il est financier. Ça coûte très cher. L'accès à l'Internet en Guinée, c'est autour d'1 million, 1,5 million d'abonnements à la maison. Nous voudrons, d'ici la fin de l'année, et c'est l'engagement que ces entreprises ont pris, c'est de descendre autour de 400 000 francs guinéens au triple play. Et télévision, Internet et voix et données à la maison, pour que ça puisse être autour de 300 400 000 francs guinéens par mois. Ça, c'est la première chose. Et la Banque mondiale qui a fait cette étude, à raison de cette étude-là, nous fait un accompagnement de 66 millions de dollars et pour le lance du projet WARDIP, pour accroître aussi cette connectivité et 25 millions de ces 60 millions-là sont réservés à l'accompagnement de l'entreprise qui va se lancer dans l'atterrissement du prochain câble sous-marin. Donc on a déjà cette enveloppe financière qui nous est accordée et c'est tenant compte de cela, et c'est pour aussi augmenter l'activité. Ce que nous pouvons faire en tant que ministère des Télécoms, c'est déjà de réorienter de façon efficace l'argent qui est mobilisé au niveau de l'entité du service universel, qui est l'ANSUTEN, et qui va travailler pour accroître la connectivité dans les villages. L'autre facteur de blocage, c'est l'accès au téléphone de la dernière génération. Le coût du téléphone est très élevé. Diba fait bien de poser la question parce qu'il y a des polémiques dans tous les sens. On va dire que ça ressort de l'État pour s'occuper un petit peu de ce domaine-là, en ce qui concerne la fibre. Justement, et tout ça. Voilà, parce que ce qu'on vous reproche, dans le même rapport, on dit que dans la plupart des pays, ce sont les pouvoirs publics. C'est un principe. C'est une activité qui a toujours été du ressort des pouvoirs publics. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes en train de... Le déploiement de la fibre, cette connectivité. Mais vous, aujourd'hui, vous donnez à des entités privées. D'où la question de la souveraineté. Non, vous confondez des choses. La fibre optique en Guinée est déployée. 4500 km, c'est ça qu'on appelle le backbone national, qui est déployé déjà par l'État guinéen. Et c'est géré par la SOGEB. Le deuxième, c'est EDG, qui tire à travers ces câbles, 32 paires de câbles de fibre optique. C'est l'État. Ça, c'est déjà existant. Maintenant, tirer de ces câbles-là ou du backbone pour connecter les maisons,
Ça, c'est le dernier kilomètre. Ça, c'est du fait des opérateurs dans le pays du monde entier. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a plein de quartiers aujourd'hui. Donc, la fibre est déployée par l'État et ça a coûté 256 millions de dollars pour le backbone national. Ce n'est pas du ressort des opérateurs. Et EDG à 15%. Non, EDG, sur ces câbles-là, qui sont des câbles qui sont les propriétés de je ne sais plus comment, cette organisation sous-régionale qui aide à la connectivité, c'est elle qui est le propriétaire de ces câbles-là. Et c'est EDG qui gère ça pour eux. Donc ce n'est pas, il ne revient pas à Mouna ou à quelqu'un de déployer la fibre. La fibre existe déjà. Elle est soit aérienne, soit souterraine. Maintenant, connecter les foyers de la fibre vers la maison, c'est ce que les entreprises font. Et c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou le end user qui permet que chacun puisse avoir l'internet en fibre optique dans sa maison. Bien. Vous me permettez, j'ai deux questions, la seconde est technique, mais vous me permettez de revenir à cette histoire de Guinée Télécom. Moi, je suis quand même inquiet. Je me demande pourquoi il n'aurait pas été plus simple pour l'État de vendre de nouvelles licences en mettant même peut-être dans le portefeuille les 50 millions de dollars qui ont déjà été, dont une partie est déjà décaissée, ainsi de suite, plutôt que d'aller vers la création d'une nouvelle société, ce qui a forcément un coût, quoi qu'on en dise, du personnel, du matériel, du temps, de l'énergie. Pourquoi ne pas simplement vendre une nouvelle licence, ouvrir la concurrence à une nouvelle licence? Est-ce que ce qui est annoncé n'est pas aujourd'hui une manière déguisée de relever par exemple Celcom Guinée pour permettre, ou d'ailleurs on nous dit que des acteurs majeurs du CNRD actuellement sont en train de se battre pour arracher des parts d'action. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas une manière déguisée de transférer Guinée Télécom à des acteurs majeurs aujourd'hui du CNRD, tout simplement? C'est-à-dire que passer la compagnie nationale entre les mains de personnalités guinéennes. D'abord, je vais vous dire deux choses. Est-ce que des gens du CNRD se battent pour avoir Celcom? C'est des histoires. D'abord, pourquoi? Parce que Celcom n'a aucune attractivité économique pour dire que Paul Pierre vont se battre là-dessus. Elle est criblée de dettes, elle n'a aucune licence, ses équipements sont obsolètes. C'est ça la réalité de l'entreprise. Attendez, elle fonctionne parce qu'aujourd'hui, l'État la laisse fonctionner, parce que si on la ferme, les employés qui sont là-bas disparaissent sur le marché de l'emploi. On est toujours dans une situation entre une société moribonde qui arrive quand même à payer ses salariés et la faire fermer et puis prendre tout ce monde-là aussi sur le bras des chômeurs. C'est ça la réalité. On laisse les entreprises. Moi, je n'aimerais pas parler d'une entreprise telle que je suis dans le secteur. On sait ce qu'il y a. Mais ce n'est pas du tout pour que telle ou telle la récupère. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, donc si aucun membre du CNRD aujourd'hui est actionnaire à Celcom. Il n'y a pas eu d'ouverture du capital d'une entreprise du secteur des télécoms depuis le 5 septembre. D'accord. Il n'y en a pas eu donc pour dire que quelqu'un acquiert ou pas. Si c'était fait, les marchés financiers sont parce qu'on parle de Papa Fofana dans le siège, il faut le rappeler. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. D'accord. C'est des histoires parce que si quelqu'un devait racheter Celcom ou Guinée Télécom ou MTN, le ministère des Télécoms est informé. Le ministère des Finances, c'est pas comme ça. L'État guinéen a des dettes là-bas. Celcom doit la majorité de ses dettes à l'État guinéen. Si quelqu'un devait la racheter, on devait être sûr que l'État allait... Non, mais c'est pas mais pourquoi alors sur la table l'option d'une fusion? Pourquoi même cela peut être envisagé dans la mesure où Celcom n'a rien à revendre? Je vous ai dit ceci. Non, ils ont des choses à revendre. Je vous ai dit ceci, ce n'est pas une fusion. Nous sommes en train de discuter pour voir quel est le mode de collaboration éventuel. Ce n'est pas acté, mais qu'est-ce qu'ils ont à revendre? Est-ce que c'est un rachat? C'est des options. C'est un rachat. Non, c'est des options. Voilà. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a à revendre? Le plus important, une base clientèle. Ils ont une clientèle de 1,5 million de clients. C'est une clientèle. C'est une chose qui est importante. Ils ont une base de clientèle qui est là, qui est importante. Ça veut dire que si vous rentrez en partenariat avec eux, vous avez au départ, tout de suite, 1,5 million de clients. C'est quand même curieux parce qu'on a vu quand même Intercell fermé ici. Intercell aussi avait une base. Si on il avait 600 000 abonnés à l'époque. C'était pas beaucoup, mais je dis, au moment où on décide de faire, s'il y a un partenaire qui arrive, Guinée Télécom arrive aujourd'hui avec 0 client, il va arriver sur le marché. On va voir, est-ce que racheter la base clientèle, c'est ce qui nous intéresse, ou acheter les équipements à gauche, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de mariage? Moi, si j'avais les possibilités de le faire, j'ai discuté. Et puis, vous allez acheter quoi? Ou bien vous le récupérez pour rembourser une partie de vos dettes que vous savez qu'il ne peut pas rembourser. C'est aussi une manière de récupérer. Moi, ce qui m'intéresse, si tu permets, cette opération
permet justement ou permettra de rendre Celcom attractif, monsieur le ministre. Non, mais vous pouvez racheter. Techniquement. Vous pouvez racheter avec la disparition de Celcom. Vous pouvez racheter. Elle disparaît. Vous ne rachetez pas pour qu'elle revive. Oui. Si vous rachetez sa base clientèle, elle disparaît. Mais dans ce cas, l'actionnaire ou les néo-actionnaires, eux, ne perdent pas. Mais non, il n'y a pas d'actionnaire à Guinée Télécom. Si Guinée Télécom aujourd'hui rachète la base clientèle de Celcom, ça revient à Guinée Télécom. Il n'y a que l'État qui est actionnaire de Guinée Télécom aujourd'hui. Bien. Si on veut revendre les actions de Guinée Télécom... Est-ce que cela veut dire que pour le cas Celcom, la solution aujourd'hui, ce n'est pas de l'aider à se relever, mais peut-être voir avec Guinée Télécom comment évoluer ensemble. D'abord, cette décision, elle appartient aux actionnaires de Celcom. Nous allons examiner si nous devrions aller ensemble. Bien. Nous allons examiner... Mais vous dites déjà, vous êtes en train de l'aider parce qu'il n'y a pas de licence. Je vais vous dire. Aujourd'hui, on a des entreprises du secteur qui ont des problèmes de licence. Ouais. Qui ne payent pas, depuis des années, qui ne payent pas les licences. Par contre, donc pas une seule. Écoutez-moi, il y a des entreprises du secteur. Les grandes gueules. Ça peut être les radios, les télés. Nous avons 2 sur 3. Les grandes gueules. Si vous prenez dans votre secteur des radios, 80% ne sont pas à jour de paiement de leur licence. Qu'est-ce qu'on fait? On les ferme? Ou on réfléchit à une possibilité de laisser continuer, échelonner les dettes ou même annuler les dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Quand on est au niveau de l'État, on ne prend pas la décision en disant « Oh, tu ne payes pas, hop, tu te vas ». Bien. On regarde d'autres conséquences. Il y a l'emploi. Amine, je voulais quand même ça fait. Il y a l'emploi à protéger quand même. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à protéger. L'État, ce n'est pas seulement regarder les aspects financiers seulement. Il y a l'emploi. Maintenant, après, lorsqu'on arrive à une situation très critique, on dit finalement, ce n'est pas la peine, on laisse couler. Mais l'État va examiner jusqu'à la dernière possibilité de maintenir au moins les emplois. Et c'est très important. Ce que j'ai dit ici de Celcom, ce n'est pas l'opération de relancer Celcom Guinée ou de faire ceci. L'opération, c'est de dire si l'État guinéen devait se rembourser. Celcom doit beaucoup d'argent à l'État guinéen. Il ne peut pas rembourser à l'État actuel directement. Soit on est d'accord, on échelonne la dette, on lui dit ok, chaque mois, en plus de ce que tu dois payer, tu payes telle partie pour éponger la dette que tu nous dois. Vous prenez la base clientèle. Ou bien, on se rembourse en prenant ce que vous avez. Peut-être vos emplois, on les sauvera, certains d'entre eux, mais ce qu'on ne sauve pas, on en fait quoi? Parce que ça viendra, ça racheter à 0 francs. On restera ça. On ne rachète pas à 0 francs. Quand vous vous remboursez d'une dette, vous la récupérez à la valeur de votre dette. Et c'est très important. Voilà, alors. Ou bien, vous laissez couler l'entreprise, vous perdez les dettes. Ou bien vous laissez quelqu'un d'autre injecter de l'argent dans l'entreprise qui s'engage à vous rembourser vos dettes. Il y a plusieurs scénarios possibles pour évoluer. Nous disons simplement, il y a beaucoup d'offres sur la table. Bien. Aujourd'hui, Guinée Télécom, il y a une forme d'engouement qui arrive parce que ce n'est pas que la partie mobile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a aussi le socle infrastructure. Oui, la data. Toute la partie infrastructure télécom, le backbone là, ça sera un partenaire stratégique. Bien. La SOGEB qui gère ça, quelle est la part de SOGEB qui sera dans le capital de Guinée Télécom pour qu'il y ait un partenariat étroit, comme aujourd'hui la Sonatel, qui est la gestionnaire d'infrastructures au Sénégal, mais qui a quand même Orange, avec un partenariat stratégique important qui permet à Orange de ne pas s'occuper de ses infrastructures, mais de vendre et d'exporter. Politique, allez-y. Alors, juste avant, certainement un partenariat discriminant en faveur de Guinée Télécom, mais la question que je pose, la Guinée est un pays de rumeurs, on a entendu beaucoup de choses. C'est la question de l'attractivité du marché guinéen, donc de la téléphonie, des télécoms en général. On a entendu parler de Free un moment, de Move un moment. Est-ce que ce n'était que des rumeurs? Non. Est-ce qu'il y a un intérêt de Free ou de Move? Parce que ma préoccupation, c'est la démocratisation de tout cet outil-là. Je pense encore à mon abonnement 10 €. En France, vous avez les 3 niveaux. Voix, vous avez la télé, vous avez la téléphonie pour 10 € et par mois avec une... Ici, tu payes pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus c'est autour d'1 million. Je vais vous dire, moi j'ai rencontré... Est-ce qu'il y a de l'intérêt J'ai rencontré le directeur général de Free, les discussions sont sur la table. D'accord. Je rencontre Deutsche Telekom, j'ai rencontré India Telecom, Viet Telecom, donc toutes les grandes entreprises du secteur.
on a les offres que ces entreprises la mettent sur la table. J'ai dit encore une fois, dans votre tournée, vous les avez rencontrés. On les a rencontrés. On n'a pas évoqué cet aspect-là. On les a rencontrés à plusieurs niveaux, à Barcelone, à Genève et tout ça. Parce que Genève, ce n'était pas que une mission politique. Il y avait une mission liée au télécom qui m'a amené à Genève et qui a fait que j'ai profité pour faire la partie politique. Il y a des acteurs majeurs du secteur de téléphonie que nous rencontrons. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est quelqu'un qui nous amène que de l'argent. On dit, ok, j'ai 400 millions, je prends. Nous voulons quelqu'un qui nous amène de l'expertise. De l'expertise dont l'image porte. J'ai dit encore une fois, quand vous entendez Orange, exactement comme vous l'avez fait au début, on dit, hop, c'est France Télécom derrière. Les grandes gueules. Parce qu'on sait que France Télécom, c'est une des entreprises majeures dans le secteur de téléphonie. Donc quand vous voyez sa filiale Orange, vous ne vous posez même pas que c'est sénégalais ou que ça vend. Et donc nous voulons avoir aussi un partenaire stratégique que lorsqu'il va s'adosser à Guinée Téléphone, et que ça portera l'image de qualité, de sérieux, et qui est aussi financièrement solide pour pouvoir soutenir les investissements indispensables entre maintenant et le rattrapage qu'on fera dans les années à venir par rapport à... Est-ce que notre pays les intéresse? Parce que vous les avez rencontrés. Écoutez, on a plus de 120 offres aujourd'hui. D'accord. D'intérêt sur la table que nous examinons. Ça veut dire que ça les intéresse. Les gars là, ce qui les intéresse, c'est la croissance dans le secteur. Oui. Et le secteur est en très forte croissance. Nous sommes les premiers ou les seconds contributeurs dans l'économie de notre pays. Et c'est quelque chose d'important. On n'a même pas commencé encore à explorer la capacité que nous avons à offrir des hébergements de data centers dans notre pays, qui est notre immense jugement de ressources financières et qui est plus important que le secteur minier. Dans les années à venir, nous serons premiers pourvoyeurs des ressources de l'économie de notre pays. Peut-être avant d'aller vers d'autres secteurs, moi j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est sur la digitalisation de l'administration. Alors, ça fait beaucoup de choses. La stratégie de digitalisation est en route. Aujourd'hui, quand vous allez dans tous les ministères en Guinée, tous les documents qui rentrent sont scannés à la rentrée et ont une circulation digitale. Nous avons un serveur central de messagerie pour l'État et nous avons un programme de formation de 50 000 fonctionnaires. On a déjà un MOU là-dessus et qui va commencer très prochainement avec la formation des cadres. Et nous envisageons d'encourager quelqu'un du secteur privé avec lequel nous négocions aussi pour qu'il y ait l'ouverture d'ici la fin de l'année d'une unité de fabrication ou de montage des appareils numériques pour que les téléphones puissent être vendus en Guinée autour de 500 000 francs, des tablettes, des ordinateurs, pour que les prix soient attractifs, parce que ça ne sert à rien de digitaliser si les gens ne sont pas formés. Et puis il y a les écoles du numérique. Nous essayons, si nos projets aboutissent très rapidement, d'avoir au moins une classe numérique par préfecture d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est d'être... Et puis il y a le troisième pilier, c'est le programme GIGA qui est financé par la Banque mondiale via l'UNICEF, qui consiste à connecter 1800 écoles dans notre pays. Et à l'heure où je vous parle, il y a une équipe en Sierra Leone pour aller voir comment le projet il est déployé pour qu'on puisse commencer à le faire. Ça veut dire que c'est différent des caméras du ministre Guillaume Havin. Non, ça fait partie des caméras du ministre, c'est autre chose. Mais nous sommes dans un projet aussi de Safe City, que vous savez, c'est un projet que nous avons hérité, qui met les caméras dans tous les carrefours du pays. Aujourd'hui, Conakry est bien surveillé, mais aussi les caméras là sont déportées à l'intérieur du pays. Mamou, Kindia, Labé, Jérékoré, qui vont avoir des caméras avec le centre d'observation à Conakry ici. Et puis il y a e-santé, notre structure landais, l'Agence nationale de digitalisation, a déployé donc beaucoup d'applications, dont l'application e-santé qui va être généralisée. On va vers aussi la mise en place des guichets uniques de services publics dans les mairies du pays. Ces guichets-là, c'est pour permettre aux gens de souscrire pour la carte d'identité, pour le permis, pour le casier judiciaire, pour l'extrait d'acte de naissance. Et il y aura des bureaux dans toutes les préfectures. Et ces connexions-là, l'appel d'offres vient d'être lancé. Nous espérons que ça va aller très vite et que les entreprises vont se mettre à la tâche. D'autant mieux que le déploiement de la fibre dans ces localités-là se fera à l'aérienne et ça permettra de connecter ces points-là. Et nous voulons, pour être plus vite, nous équiper des maisons préfabriquées pour ne pas être amenés à construire un bâtiment. Et ce sera le coût le plus... Moi, vous avez dit une chose qui m'a interpellé, parce que au bout du bout, c'est le consommateur qui pourrait se réjouir. Vous nous confirmez que les sociétés qui vendent actuellement Internet, d'ici la fin de cette année, pourraient nous la revendre autour de 300-400 000 francs pour les maisons. Parce qu'actuellement, l'abonnement, ça coûte cher. Ça coûte très élevé. Voilà. Parce qu'actuellement, c'est très élevé. C'est l'engagement qui a soutenu, qu'on a soutenu, et c'est sur lequel ils se sont engagés
pour qu'on les délivre les licences. D'accord. Et la portabilité parce que c'est un gros problème actuellement dans le secteur. On est quand même les rares d'ailleurs encore à avoir aujourd'hui ces codes type-là, 621, 631. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, on ne le trouve pas. Comment ça va se passer? Vous avez le même numéro, normalement, où que vous soyez, vous avez accès à un réseau unique, vous n'avez pas de problème. Mais pourquoi en Guinée on ne casse pas la portabilité? Vous avez dit deux choses ici. La portabilité, c'est le fait de changer d'opérateur et de garder le numéro. L'autre, c'est l'itinérance, c'est le fait de pouvoir téléphoner avec le réseau disponible. La loi l'exige que les entreprises le font, ce n'est pas encore pris en application. Avec la RPT, nous travaillons aux mesures de contrainte pour que les opérateurs puissent faire ça. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un système de billing, de réfacturation. Ça veut dire que quand vous utilisez le réseau de Orange alors que vous êtes client MTN, MTN doit payer à Orange le fait qu'il a transporté l'appel pendant cette période. Il faut donc une entité qui va se permettre de calculer l'état-là et arriver à un solde pour que les gens se réfacturent. Quand Free, par exemple, a été lancé en France, ils n'avaient même pas 50 antennes. Évidemment. Ils utilisaient les réseaux d'Orange pour passer le téléphone. Et ça les a menés à reverser à Orange 1 milliard d'euros par an. Ouais. Et ça a permis à l'entreprise aussi de mettre en place son propre réseau pour pouvoir baisser les coûts de l'itinérance. Ça, c'est en cours. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas avec Free sur la connexion, la 5G. C'est toujours le cas. Free dans certains endroits, ça dépend. Dans plusieurs endroits, Free dépend toujours de Orange. Ça dépend de quel endroit, parce qu'ils sont toujours en itinérance. L'itinérance, c'est une règle en France. Et dans beaucoup de pays, nous allons travailler pour que la loi qui l'exige puisse être mise en œuvre. Et nous allons... la portabilité n'est pas encore envisagée, enfin n'est pas encore mise en place, mais je pense qu'il faut l'envisager lorsque le besoin se fera sentir. Parce qu'aujourd'hui, on ne change pas forcément d'opérateur dans notre pays. Tout le monde est à Orange en général, et c'est le numéro Orange, parce qu'il fait 70% de la clientèle dans le pays. Donc, je vois mal quelqu'un quitter Orange, par exemple, pour aller à Celcom ou à truc, mais les gens d'Orange préfèrent souvent prendre une puce, mais nous travaillerons pour que les gens qui veulent s'attacher à leur propre numéro puissent le garder, mais il faut un autre mécanisme. Où en est-on avec la redélégation ou le rapatriement du nom de domaine, si ce n'est pas encore fait? Alors, quand nous sommes... C'est pas encore fait. C'est une question de souveraineté. Quand on est arrivé, il y avait deux facteurs bloquants. Le premier, c'était l'absence de cadres formés. On n'avait pas de compétences pour gérer les DNS. Donc là, vous savez, quand vous devez rapatrier le point GN, il faut être sûr que vous avez des compétences locales pour administrer les serveurs et les routages de ces données. Mais monsieur le ministre, c'est quand même une question extrêmement sensible quand on sait que le domaine mailing de l'État fait partie du domaine de souveraineté absolue des États. Est-ce que notre État n'est pas en danger? Non, on n'est pas en danger, mais les échanges de courrier. Non, on n'est pas en danger. C'est nécessaire d'avoir le point d'extension géré ici. Mais pour le faire, pour qu'il y ait des journalistes, pour qu'il y ait des radios ici, il faut qu'il y ait des journalistes. Quel que soit ce qu'on veut. S'il n'y a pas de journalistes, tu ne peux pas avoir de radio. Ça, c'est clair. Nous, on n'avait pas les compétences. Mais il y a des techniciens guinéens qui évoluent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. On n'est pas les rapatrier. Non, mais c'est pas... Attendez, parce que c'est pas des... Ce secteur paye bien. Parce que ce n'est pas des gens qu'on va prendre et rapatrier. Ensuite, deuxièmement, les points d'extension des pays ne sont pas gérés par les États. Bien. C'est géré par des associations, reconnues par l'ICANN. Si vous allez à l'ICANN là-bas aux États-Unis pour dire « Ouais, je suis guinéen, l'État guinéen, donnez-moi », ils ne donneront jamais. Il faut une association apolitique qui eux-mêmes, ils agréent. Donc l'association là, c'est NIC-GN, Guinée, qui a été agréée, qui est hébergée à l'université Gamal Abdel Nasser, qui a été reconnue. Deuxièmement, il fallait des compétences. On a amené 9 personnes qui ont été formées récemment et qui ont eu leur certification. Quand ils sont revenus, ils ont fini d'installer les serveurs, ils sont en train de faire le rapport qui a suivi leur formation et les installations et les paramétrages ici, qu'ils vont envoyer à l'ICANN. Il faut savoir que c'est une association. L'ICANN, c'est une association, il ne donne jamais à un État. Voilà. Il donne aux associations. Donc, si l'ICANN valide le processus qu'il a maintenant, on a les compétences, on a l'association, on a les hébergements de système, à ce moment-là, il procède au transfert de l'utilisation du point GN. Actuellement, le point GN est guinéen, il est géré par une personne, par une association qui vit au Texas, c'est un vieux, qui veut même le transférer. Il a plus de 80 ans, j'ai appris. Donc, il veut le transférer, mais il ne peut le transférer qu'à une association. Et si tout ça n'y en avait pas, on va épiloguer et dire que c'est Paul ou Pierre, mais en fait, on n'était pas prêt. Et on est en train de se préparer pour accueillir le point GN
et j'espère que ça se fera le plus rapidement que possible. Voilà, le ministre Ousmane Gawal Diallo est notre invité ce matin chez les GG. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Gekedou sur Makona FM. Merci à ceux qui nous rejoignent également du côté de Mamou. Vous nous écoutez à la ville de Carrefour sur 99.7. On évoque la partie politique, Madame Yoro, dans cette émission ce matin avec notre invité qui n'est autre que Ousmane Gawal Diallo. Politique, bien évidemment, avec l'actualité politique aujourd'hui. Avant de parler de l'UFDG, c'est bien évidemment le dialogue politique qui s'est tenu récemment avec peut-être pas tous les acteurs, mais dernièrement, on a vu que le Premier ministre, avec son bâton de pèlerin, a tendu à nouveau la main. Est-ce que vous avez espoir, Monsieur le ministre, que la situation pourrait se régler, mettre tous les Guinéens autour de la table pour aller de l'avant? Écoutez, les conditions sont là. Les possibilités existent. Est-ce que la volonté de tous est la même pour arriver à ça? C'est ça le problème. Sinon, il n'y a aucun obstacle aujourd'hui pour que les Guinéens se trouvent autour de la table et parler. Parce que les questions, quand on parle des problèmes de la Guinée, les individus doivent transcender leurs propres difficultés pour que la Guinée se retrouve. Si vous prenez vos problèmes personnels, vous les mettez à la place des problèmes du pays, ben, il va sans dire que tant que votre personne n'est pas satisfaite, alors la question nationale passera en arrière. C'est comment est-ce que les uns et les autres appréhendent ça? C'est là la difficulté. Sinon, toutes les conditions sont réunies, franchement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, j'imagine que vous suivez tout ce que le Premier ministre est en train de faire. La dernière rencontre, on nous a appris que le trio donc, a déposé des préalables et que le gouvernement s'est engagé à les examiner justement pour réagir. Ces préalables-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour faciliter justement le retour autour de la table de ces acteurs politiques? Non, je ne connais pas le contenu de ces documents. D'abord, je n'étais pas à ce dialogue-là, j'étais à Gawal. Mais même si j'étais là, si je n'avais pas mandat d'en parler, je n'en parlerai pas. Mais je n'étais pas là, je ne connais pas du tout. Voilà. Ce que je sais, c'est que si on veut aller autour du dialogue, ça ne sert à rien de dire des préalables. Mais quand vous dites que vous n'avez pas mandat en tant que porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on est arrivé au stade où c'est le Premier ministre, son cabinet, avec le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, qui gère cette question? Non, pas du tout. Moi, si j'étais à Conakry, j'allais prendre part à cette discussion. Okay. Mais même si je prends part à cette discussion, le porte-parole n'agit que par délégation du Premier ministre. Bien sûr. Il faut que j'ai un mandat de communiquer pour que je communique. Sinon, ce n'est pas un gouvernement. Si je devais sortir, dire ce que je veux, ça ne marcherait pas. Voilà, on va toucher à la plaie. C'est que je dis simplement, ça sert à quoi des préalables? Vous arrivez. Alors quand vous dites ça, moi je souris. Quand vous posez cette question, vous comprenez pourquoi je souris. On a habitué l'opinion, on a habitué les acteurs d'État au préalable. Même vous, lorsque vous étiez dans l'opposition, on parlait de ça continuellement. Mais vous y teniez, mordicus, aux questions des préalables. Alors, la question aujourd'hui, c'est fait, c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que nous fonctionnons, avec des préalables. La question, c'est comment on réussit à ramener quand même autour de la table tous les acteurs. Sur quoi est-ce que le gouvernement, Gounou, est-il prêt à céder aujourd'hui? Non, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Moi, j'étais ici, j'étais acteur politique ici. Quand on a été au premier dialogue ici en Guinée, dites-moi quel était notre préalable. Donc il y avait des morts, il y avait tout. Quel était notre préalable? Il n'y avait pas de préalable. On a été... Non, excusez-moi. Il y a beaucoup de... On a été au premier dialogue. La libération des jeunes manifestants. On a été au premier dialogue. C'est autour du dialogue. C'est les résolutions du dialogue qui ont mentionné la libération des gens, le remboursement des victimes de pillage et tout. C'était la résolution du dialogue. Oui, c'était mais c'est redevenu des préalables pour les dialogues qui ont suivi. Exactement. Mais écoute, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Certes, il s'agit de résolution. Mais chaque fois qu'il y avait eu une crise ensuite, c'est redevenu un préalable. Oui, mais on ne peut pas avancer si les résolutions. Je vais vous dire. La question, la position du ministre, c'est que des préalables, il ne faut pas les poser, il faut aller discuter à la table. Je veux dire aujourd'hui. Ça reste des préalables. Les grandes gueules. Si les gens, ils arrivent autour de la table, ils disent, écoutez, moi je veux, pour que ça continue de marcher, pour que ce pays s'apaise, il faut ça. Il faut ça. Ça peut être dans les résolutions du dialogue de dire, bon, il faut libérer Paul, il faut arrêter tel, il faut faire ceci. Ça peut être dans les conclusions. Si ce n'est pas suivi des faits, quelque chose qu'on a convenu, si vous nous rappelez la seconde fois, on va dire, attention, vous n'avez convenu que la première fois, vous n'avez rien fait.
Il faut d'abord faire ça avant qu'on avance. Alors, voilà, on va essayer d'avancer. Parce que moi, je veux bien qu'on avance. Mais tout s'est passé en notre présence. Le dialogue, les dialogues en Guinée-Lamine n'ont pas porté sur un seul sujet, sur un seul problème. Tantôt c'est le fichier électoral, tantôt c'est la composition de la CENI, tantôt ce sont des élections spécifiques, tantôt c'est le code électoral. Sur ces questions-là, il y a toujours eu des préalables. Voilà, au moins c'est dit. On va essayer d'avancer, monsieur le ministre. Moi, j'aimerais aller sur, puisque depuis votre exclusion de l'UFDG, on ne vous a pas encore entendu, devoir de vérité ce matin, les gens vous suivent à la télé, on vous écoute à la radio. Beaucoup se disent que votre exclusion, c'est une partie visible de l'iceberg. Il y a des raisons profondes de votre départ de l'UFDG parce qu'il y avait divergence d'opinion, de vues sur beaucoup de choses entre vous et le président de l'UFDG, Léa Seydoux Dalein Diallo, tout même sur les partis au départ, son arrivée à la tête de l'UFDG. Dites-nous ce matin les vérités, monsieur le ministre. Vous, Seydoux, à son arrivée à la tête de l'UFDG, nous apprenons que vous n'étiez pas d'accord, puisque vous vous êtes dit, c'est eux qui étaient dans le pouvoir, qui nous combattaient dans l'opposition, c'est des comtéistes. Ils viennent occuper l'opposition et on les accepte. Donc, vous êtes plus ancien que lui au sein de l'UFDG, c'est cela? Non, mais d'abord, je suis plus ancien que lui au sein de l'UFDG, je suis plus ancien que lui dans la politique en Guinée. Parce que, bien entendu, moi, je fais partie de la toute première génération des politisés à l'université en Guinée ici, avec l'ouverture démocratique. D'abord, avant, au début des années 80, à la fin des années 80, au début des années 90, j'étais déjà un acteur majeur de la contestation universitaire ici, qui a abouti à la mise en place des partis politiques au début des années 90. Et moi, j'étais un acteur du premier parti qui a été agréé en Guinée ici, qui s'appelle le Parti guinéen du progrès, présidé par Alpha Abdoulaye Portos Diallo, et j'étais adjoint de Fayam Elimouno, qui occupait à ce moment-là le secrétariat national de la jeunesse de ce parti. Et ça, c'est en 1991. Moi, je ne connaissais pas Seydoux Dalein, je ne connaissais pas... le PIP n'existait pas. Donc on ne les connaissait pas en tant qu'acteur politique dans ce pays. Donc j'étais plus ancien que lui. Et c'est dans les sillages de Bamamadou que j'ai rejoint l'UFDG, avec l'étroitesse des collaborations qu'il y avait entre Bamamadou et nous. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Et donc 2007. 2003. Bamamadou est arrivé en 2003. Et c'est dans son sillage qu'on est arrivé là-bas. Il faut dire que quand il était à la tête de son parti, il nous avait pris quelques députés sur sa liste qui ont siégé à l'Assemblée nationale au nom de son parti, notamment Barry Mamadou, qui était l'ancien maire de Ratoma, qui a été élu député sur la liste de l'UNR, alors qu'il était un des vice-présidents de notre parti, le PGP. Donc il y avait une étroite collaboration. Et avant cette date-là, nous avions une alliance commune au début des partis politiques qui s'appelle le FLUG, le Front de lutte et de gouvernement, qui était composé à ce moment-là du PGP de Portos, de l'UNR de Bamamadou, du RPG de Alpha Condé et de Djama de Mansour Kaba. C'est la première alliance politique constituée en Guinée ici, après la création des partis politiques. Donc nous étions des alliés. Les grandes gueules. Et ça, c'est important. Donc bien entendu, pour moi, cela ne souffre d'aucun doute. J'étais beaucoup plus ancien que lui dans la politique. Bien entendu, quand il est arrivé en 2007, ce n'était pas le fleuve tranquille. C'était pas le fleuve tranquille parce que on a vu arriver des gens qui provenaient quand même d'un parti politique qui nous a fait voir de toutes les couleurs dans ce pays et qui, nous qui étions en ce moment-là en exil, on était en exil du fait du PIP et de la répression qu'il y avait ici dans le monde universitaire. Donc bien sûr, quand il arrive alors qu'il était porteur de l'image de ce parti-là, c'était pas facile de nous dire oui, il va arriver, ça tranquille. Maintenant, son arrivée, ça s'est accompagné d'une raz-de-marée parce que les gens ont quitté l'UPR, ont quitté beaucoup de partis qui l'ont suivi à son arrivée. Et donc, bien entendu, nous qui n'étions pas d'accord, on était bien minoritaires à l'intérieur du parti, mais on s'est exprimé quand même pour dire notre inquiétude avec cela. Et cette inquiétude-là s'est manifestée parce que aujourd'hui, quand vous regardez la direction nationale du parti, c'est essentiellement ces compagnons du PIP qui tiennent les rênes du parti. Il n'y a pas eu de mariage pour dire qu'on fait place avec les équipes qu'on a trouvées. Et donc, bien sûr... Mais quand vous dites, vous qui étiez à l'intérieur, donc qui étiez contre, vous étiez minoritaire, mais comment finalement ça va se faire? Malgré toutes vos récriminations, c'est le parti qui vous a combattu. Il vient, pas en commençant par le bas de l'escalier, mais il vient commencer directement au sommet. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va donner la force à Seydoux Dalein Diallo? La légitimité. Écoutez, il y avait la légitimité parce que quand il est arrivé,
l'UFDG, qui était un parti moyen de la classe politique, s'est vu très gros, parce que des gens ont quitté l'UPR, qui était un parti très important dans l'échiquier politique, mais qui faisait le deuil de Siradio, qui était parti. Donc le parti là aussi était en proie de la contestation interne sur le leadership de Ba Ousmane, parce qu'il y avait une dispute entre le leadership de Ba Ousmane. Certains souhaitaient que ce soit l'épouse, la veuve de Siradio, qui prenne la tête. Donc il y avait un problème. Et l'arrivée massive de ces gens-là ont grossi très rapidement le parti. Et puis il y a eu les autres partis, hein, le PNR de Alu5, l'UDR de Alpha Bakar. Il y a beaucoup de partis, les anciens de l'UNR, qui n'avaient pas rejoint Bamamadou quand il a fait l'UPR avec Siradio, et qui restaient en embuscade et qui sont aussi venus dans ça. Donc l'arrivée de Cellou à l'IFDG a entraîné, ça a fédéré, si vous voulez, plusieurs branches. Donc pas de doute en ce qui concerne son leadership, si on peut se permettre de dire ainsi. Non, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de doute. Ouais. Il est arrivé avec beaucoup d'engouement, les gens sont arrivés. Et puis bien entendu, il a malgré qu'il soit venu du PIP. Ouais. PIP, oui, ça c'était clair. Mais comment ça s'est passé? Quel est l'intérêt aujourd'hui de rappeler ces origines-là du PIP? Si tu permets, Mara, il le disait au début, c'était pas un fleuve tranquille. Vous, par exemple, vous dites que vous étiez parti en exil à cause de ce que vous aviez subi sous Lansana Conté. Comment ça s'est passé avec lui? Comment la cohabitation finalement s'est sérénisée? La sérénité, comment vous y êtes arrivé? Non, c'était pas facile parce que d'abord il y a eu beaucoup de médiation, il y a eu beaucoup d'échanges. Lamine Diallo qui est actuellement en Allemagne, qui est un des personnages avec lesquels j'étais à l'université, qui a fait de la médiation. Ibrahim Agil de Télémélé, qui est un des vice-présidents du PGP, qui est intervenu. Mon père aussi, qui était un des doyens du parti. Il y a beaucoup de médiation qui a eu. Et puis finalement, il y a eu un tête-à-tête avec Cellou. Nous avons discuté et nous avons, d'une certaine manière, établi les règles de collaboration qui est faite régulièrement de méfiance. Parce que et je pense que la méfiance, elle est là aussi. Parce qu'il y avait cette réticence et cette manière d'exprimer mes idées de façon aussi claire et peut-être abrupte pour lui, qui s'attendait à un discours tout à fait feutré, mais moi je le disais de façon la plus carrée possible. Et donc, à partir de ce moment-là, les grandes gueules, peut-être plus de méfiance dans nos rapports et d'acceptation mutuelle qu'une vraie collaboration. Et ça s'est vu au fil des ans que cela n'a pas disparu. Est-ce que l'élection 2013 pour les législatives, nous apprenons que d'abord pour la CENI, on aurait dit que de renoncer aux législatives, mais vous vous préparez pour la CENI. Après, vous acceptez, mais il y a une liste qui sort et en même temps, selon les informations que moi j'ai reçues, votre nom n'est pas sur la liste. Et donc, vous-même, vous partez à Gawal pour battre campagne. Et vous dites, il faut que je me présente pour les législatives. Est-ce que ce sont ces inimitiés qui datent d'alors, avec son arrivée à 2013 quand même. Voilà, qui se sont, disons, en tout cas, si on revient au devant de la scène, lors des législatives, puisque vous-même vous dites que on s'est battu, je me suis battu pour m'imposer, sinon on ne voulait pas de moi. Ça c'est clair que moi, quand je suis arrivé de la France et que j'ai vu Cellou la première fois, je suis arrivé de la France avec mes équipements de campagne. J'avais mes t-shirts de candidat, j'avais mes effigies de candidat, j'avais tout ça. Et puis je viens et puis je lui dis, écoute, moi je vais être candidat à Gawal. Il me dit, comment ça? Tu ne vas pas être candidat? C'est pas comme ça que ça se passe. Je dis, si, je vais être candidat là-bas. Et puis là, je pense qu'il était un peu choqué quand même. Parce qu'il voyait quelqu'un qui arrive et qui peut-être disait, c'est lui qui doit désigner le candidat. Et moi, je me disais, non, c'est les gens à Gawal qui vont me choisir comme candidat, c'est pas lui. Et quand il a vu que c'était sérieux, bah là, on a commencé à discuter. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je vais te mettre à la CENI. Il faut que tu arrêtes la députation, je vais te mettre à la CENI. Je dis non. Et là, ça a suivi beaucoup d'échanges aussi. Des parents ont réussi à me convaincre de ne pas refuser, parce qu'on l'aide tous, de ne pas refuser là où il veut que je l'aide. Il veut que je l'aide à la CENI, c'est pas à l'Assemblée nationale, donc il ne faut pas que je m'oppose à ça si je veux l'aider. Je dis, bon, écoute, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et c'est lui qui me propose ça. Il dit, ok, tu vas aller à la CENI et tout ça. Sauf que, quand la liste des membres de la CENI est sortie, je ne faisais pas partie. Aussi. Et donc, je suis revenu le voir, je dis, écoute, je serai candidat à Gawal, quoi qu'il arrive. Et là, il m'a dit, mais non, mais j'ai un candidat à Gawal, c'est le nom de M. Talibé, qui est de Gawal. Je dis, il me trouvera à Gawal, et puis c'est comme ça. Et donc, on a dû essayer de faire la médiation, ça n'a pas marché, et on nous a dit d'aller à Gawal battre campagne pour faire des primaires. En clair, on ne voulait de vous nulle part, ni à la CENI, ni à l'Assemblée. C'est que, finalement,
Et donc je vais à Gawal et je bats campagne avec Talibé, on fait les primaires et je gagne les primaires à Gawal et c'est comme ça que je deviens député. Et depuis je me suis installé là-bas. La conséquence c'est que personne n'a été faire campagne avec moi à Gawal, aucun responsable du parti n'a été. Donc j'ai dû me battre là-bas, prendre les jeunes à Conakry pour les amener, pour m'aider à surveiller les gens. On vous a appuyé au moins. Pardon? On vous a appuyé au moins. Parce que chacun vous a appuyé quand même. Vous êtes allé au nom de l'UFDG quand même. Je suis allé au nom de l'UFDG. Voilà. Quand vous dites et ils ont accepté la règle. Moi, je suis surpris quand même que vous me disiez ça, que vous le révélez comme ça. Il y a eu des primaires que vous avez gagnées à la loyale et ça a été validé sans problème. Absolument. Ça, quand même, il faut ça, c'était clair. Ça, c'était clair. Et après, bon, ben, j'ai financé ma campagne comme je pouvais. Donc, j'ai été faire des tournées, lever des fonds. Donc, personnellement, le parti ne vous a pas aidé? Le parti ne vous a pas financièrement, financé? non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En 2013, j'ai financé personnellement toute la campagne. Bien. C'est comme ça que ça s'est passé avec d'autres personnes qui étaient candidats ailleurs? Je sais que pour Peter, par exemple, Julde a fait la même chose. Il a financé ça. Oui, je sais qu'il a financé la même chose. Parce qu'on en parlait souvent. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'avais connaissance que Julde Sow, à Pita, avait financé exactement aussi la campagne tout seul. Après, je ne sais pas ailleurs, est-ce que le parti a apporté ou pas. Moi, je n'étais pas au courant. J'étais tranquille dans mon Gawal et j'arrivais à soutenir les ressources nécessaires pour ça. Ouais. La vérité d'Ousmane Gawal Diallo ce matin chez les GG, mesdames et messieurs. On revient pour la prolongation, ça devient intéressant. La prolongation est évidemment, mesdames et messieurs, parce que midi à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. On va continuer le débat évidemment avec notre invité ce matin, Ousmane Gawal Diallo. Moussaïro. Comment se fait-il qu'avec ce que vous nous révélez ce matin, vous ayez pu vous imposer au sein du parti et même à devenir à un moment donné le chargé de communication, le porte-parole de la formation politique? Est-ce que cela c'est quasiment le numéro 2 visiblement dans l'opinion? C'est là qu'il y a le problème, c'est que je me suis mis au travail. D'abord dans la localité de Gawal, je ne me suis pas contenté que d'être élu. J'ai occupé l'ensemble des sous-préfectures par des actions concrètes avec les jeunes, avec les femmes, avec les structures du parti existant. J'ai réorganisé les choses sur place. Et sur le plan national, j'ai investi massivement, les médias aussi, à mes propres frais. Au départ, pour aller dans un média, la plupart d'entre eux, j'allais tout seul. Je m'impliquais tout seul pour défendre le parti tout seul, sans aucun mandat. Et j'allais le faire et j'ai pris tous les risques imaginables et inimaginables qu'on peut prendre en tant qu'acteur politique. C'est pour ça qu'il est difficile d'accepter qu'on nous ternisse l'image comme ça. Tout ce qu'un militant et responsable peut faire en Guinée, en termes de risque, en termes de prise de position, je l'ai fait dans ce pays, au risque souvent de ma vie. Et je pense que les militants ont été reconnaissants par rapport à ça. Parce que partout où je suis passé, ils ont été très sympathiques. Que ce soit ici ou à l'étranger, ils sont mobilisés. Et je pense que ce sont ces conjonctions-là qui ont permis souvent au parti. Moi, la première fois que El Assel m'a demandé d'intervenir dans un média, je crois que c'est en 2015, si je me trompe. Lorsqu'il a noué l'alliance avec Dadis, à notre surprise. Vous n'étiez pas consulté? Personne n'était consulté. Non. Personne. Non. Et quand il est allé, il a fait l'alliance. Moi, j'étais ici, j'ai dit, mais on va où? Et quand il a dit... aucun membre du bureau? En tout cas, s'il a fait des consultations, ils ont été restreintes. Le conseil politique auquel moi je faisais partie n'a pas été consulté en tant que tel. Et donc moi j'étais une des personnes. Je pense qu'il n'avait pas consulté quelqu'un. Et après derrière il peut nous dire s'il avait consulté des gens qu'il considère dans un cercle restreint, mais nous on n'était pas consultés en tant que restreint. Une décision aussi centrale. Et donc moi j'arrive et je m'étonne de ça, sauf que le lendemain je devais prendre l'avion. Je prends l'avion, je arrive à Paris. Et puis vers 14h ou vers 14h heure de Paris, il m'appelle, il me dit écoute, je suis invité à France 24. Il faut que tu ailles à France 24 pour défendre cette question de Dadis. J'étais à ce moment-là à la Défense, j'étais allé faire des courses. Je prends un taxi là-bas. C'est lui qui paie le taxi. Je vais à Issy-les-Moulineaux, à France 24. Et c'est un journaliste de RFI que j'ai emprunté la cravate pour monter. J'ai été reçu par cette dame Simonet. C'était la première fois que je passais devant un média comme ça. Et l'interview a duré 2 minutes. Je pense que j'avais fait une prestation qui a été appréciée. Parce qu'après cette prestation, c'est après cette prestation que j'ai fait connaissance avec Lansana Kouyaté, qui m'a appelé. Il m'a dit, non, mais mon frère, vous êtes un garçon valable. Je vous respecte, je viens de vous suivre sur France 24.
Et après, j'ai commencé à voir les appréciations du président de l'UFDG, de tous ces gens. Voilà, c'était la première fois, je crois, qu'il me disait « monte au créneau » médiatiquement. Mais avant ça, ben, j'étais dans les médias systématiquement. Mais ce n'est pas à sa demande, c'est pas à la demande de quelqu'un. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. La décision de rejoindre, de rallier Dadis, vous avez vu la réaction aussi bien dans la presse que dans la société civile plurielle, les réactions de désapprobation, notamment de l'UFDG. Mais à l'intérieur, vous nous apprenez que le conseil politique n'était pas, en tout cas dans sa forme régulière, n'a pas été consulté. Ouais. Comment vous recevez ça? Comment ça se traite à l'intérieur? Je sais qu'à l'UFDG, vous avez la particularité de suivre le discours officiel, même si dans les particularismes, on n'est pas d'accord, vous suivez quand même. Mais comment ça s'est digéré à l'interne et finalement, vous allez aux élections? Non, je pense que comme toutes les décisions qui sont prises comme ça, rapidement dans le parti et qui ne font pas l'objet de discussions d'achat, quand on arrive, on exprime nos mécontentements, nos condamnations. Mais en même temps, nous sommes un parti politique qui a besoin d'une certaine discipline, d'une certaine cohérence pour avancer. Parce que ça ne sert à rien de faire ressortir les bisbilles qu'on avait en interne. Cela allait contribuer à fragiliser aussi bien le président du parti que mais aussi notre démarche. Donc, ben, on dit notre position, on dit notre opposition à part ça, et puis finalement, on suit la ligne parce que c'est un fait. C'est un fait qui est là, et surtout moi en tant que porteur de message. Je vous croyais quand même... Mais ce matin, vous vous présentez comme un homme qui était écrasé, mais on vous voyait, Ousmane Gawal, c'est vous qui étiez allé faire la tournée au nom du parti, au Libéria, je pense en Côte d'Ivoire, en Angola, au Gabon, en Afrique centrale. Ce matin, si vous vous présentez comme étant celui-là qu'on ne voulait pas voir monter, qui n'avait pas la voix au chapitre, nous, on est étonnés. Est-ce qu'il n'était pas victime de lui? C'est vous qu'on a envoyé en tournée. Vous parlez du parti, vous avez la confiance du président. Des grandes gueules. Vous avez été accusé d'être déjà, d'ouvrir un second front, puisqu'il y avait le front contre le troisième mandat, mais que vous ouvriez déjà un front à l'intérieur du parti. Cette tournée, elle n'a pas été assez appréciée. En fait, je vais vous laisser terminer, s'il vous plaît, mais pour embrayer et compléter ce que mes collègues ils disent, est-ce que finalement, vous n'avez pas été victime de vous-même en essayant de vous tailler quand même une carrure de présidentiable à la tête du parti? Bien avant le... Ousmane Gawal, c'était quand même aussi un deuxième président de l'UFDG. Bon, après, derrière, je ne sais pas comment on fait. Moi, je suis un acteur politique qui a des positions claires sur tous les sujets que j'aborde. Et à l'intérieur du parti, ça dérange parce qu'on n'a pas les mêmes parcours. On n'a pas souvent les mêmes éducations par rapport à la chose publique, par rapport à l'environnement politique. Donc, il y a des gens qui se contentent de dire, d'attendre qu'on lui dise fais ça, fais ça. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Moi, je fais ce que j'estime être de mon devoir et de ma responsabilité. Je n'attends pas qu'on me la donne, je la prends. Peu importe où elle se trouve. Ouais. Ces questions de tournée là, c'est pas le Dalin qui me dit va en tournée. C'est moi qui décidais où est-ce que j'allais. C'est moi qui décidais à quelle fédération je devais rendre visite ou quel pays je devais aller. De temps en temps, en quelle qualité? Mais justement, de temps en temps, je fais des déplacements et 90% de ces déplacements sont des déplacements personnels. Ouais. Ce n'était pas des missions. Moi, je ne fais pas des missions du parti. Justement. Non, parce qu'avec ces tournées-là aussi... Ce n'est pas au nom du parti. Le parti ne m'a jamais payé de billet d'avion pour dire va à gauche là où on t'envoie en mission, non. Quel est-il des subventions? Parce que c'est qu'il y a, Ousmane Gawal Diallo, on a eu Dr Fodé Oussou ici, il faut dire vrai, à dire les tournées que vous avez faites, vous avez soutiré de l'argent avec les militants. Il y a même une question de tablette qui se posait. Qu'en est-il exactement? Oui, bon, après Fodé Oussou, c'est Fodé Oussou. Moi, je dis... C'est si. Non, mais c'est d'abord, c'est grave là. Non, mais ça je vais vous dire. Moi, attendez. Attendez. Allez, j'arrive sur les tournées. Ouais. Quand on se déplace en tant que responsable du parti, on ne va pas pour collecter de l'argent. Ouais. Moi, je n'ai jamais collecté de l'argent du parti et je pense qu'aucun responsable ne collecte de l'argent du parti. Les fédérations ont leur mécanisme de faire envoyer l'argent dans les structures du parti. Ce n'est pas parce qu'on va libérer à eux qu'ils vont mobiliser de l'argent pour dire « Oh tiens, c'est pour le parti ». Ça ne se passe pas comme ça. Ils savent, quand ils font des contributions pour le parti, ils savent que c'est au trésorier qu'ils doivent l'adresser. Ils savent comment le faire pour le faire parvenir. Jamais un responsable, moi je n'ai pas connaissance qu'un seul responsable du parti ait fait de tournées pour collecter de l'argent du parti. Même quand on a été pour faire des levées. Moi j'ai participé à des campagnes de levée de fonds. Des grandes gueules. En France,
aux États-Unis. Et quand vous avez fini de faire la campagne de levée, vous ne sortez pas là-bas avec 1 centime. Les fédérations mobilisent l'argent, enlèvent les frais que ça a coûté pour la salle, pour les artistes et tout ça, et après font un point aux fédérations, gardent une partie localement et rapatrient l'autre partie au parc. C'est comme ça que ça se passe. Ils ne vont pas vous donner... Donc la transparence. Non, ça c'est clair et net. Okay. Ça, moi je n'ai jamais eu connaissance. Mais il ne peut pas inventer cette histoire quand même. Après derrière... De tablette. Après derrière... Non, avant la tablette. Après derrière... On vous accuse d'avoir pris de l'argent avec les hommes d'affaires, notamment en Angola, lors des tournées, et que le but, justement, c'était de prendre de l'argent avec les militants. Mais ils n'ont pas dit au nom du parti, pour les structures du parti. C'était ça, les accusations. Non. Après, non, c'est pas comme ça. C'est pas du tout. Moi, je n'ai rencontré aucun homme d'affaires en Angola. J'ai rencontré des camarades à moi, des camarades d'enfance. D'ailleurs, celui qui était à l'origine de mon déplacement là, il s'appelle Alpha Oumar Diallo. C'est le grand frère de Amadou qu'on a tué à New York au début des années 90, 99. Amadou Diallo. Son grand frère Alpha Oumar, qui était un opérateur économique, qui a fait la Malaisie et puis qui s'est installé en Angola très longtemps, avec qui j'ai fait le collège ici, qui vivait en Angola. C'était lui qui est à l'origine de mon déplacement pour aller en Angola. C'est quelqu'un que je connais ici depuis 83, avec qui j'ai grandi, et qui vit actuellement en Afrique du Sud. Donc c'est lui qui était à l'origine de m'inviter pour venir en Angola. Évidemment, quand on va en Angola, on a une grande fédération, on s'adresse à la fédération, donc je vais venir là-bas. Mais ça pose problème, parce qu'il y a tout de suite, hop, des officiers, Banosso, Aliou Condé, ils vont appeler, non, ne le recevez pas, ne faites pas ceci. Mais ce n'est pas équipé mon bien. Wow. Donc, Aliou Condé, il a... c'est clair, ils le font. Après, c'est pour faire juste des tensions. Mais parce que ça ne va pas me retourner, parce que moi, je me déplace de mes propres frais, je vais à ma propre mission. Vous voulez dire que toute cette tournée, vous n'étiez pas parti au nom du parti? Pas du tout. C'est pas le parti qui mais vous quand envoie. Quand vous arrivez dans un endroit où il y a les militants, ben ils vous reçoivent. Moi, j'ai installé ma famille pendant 3 ans aux États-Unis. Ils vivaient là-bas pour apprendre l'anglais. Ma dernière fille, elle est née à New York là-bas. Mais quand j'arrivais, je faisais des meetings avec les militants de l'UFDG. Ça ne veut pas dire que j'étais allé pour faire. Quand je suis allé en Chine, je suis allé pour acheter des équipements. En 2016, je suis allé pour acheter ma couveuse là. Ma couveuse, les équipements de ma ferme et tout ça, en 2016. Quand je suis allé pour acheter ça, j'ai appelé le fédéral, je lui ai dit, écoute, je vais venir en Chine de telle période à telle période. Et puis, ils ont organisé pour que je puisse rencontrer les sections, que je fasse des meetings et tout ça. Mais j'étais allé avant tout pour acheter des équipements, des carrelages, pour ma maison ici, pour la ferme. Revenons aux membres du bureau politique national. Voilà. Mais vous allez trouver des gens qui vont appeler pour dire ouais, ne le recevez pas. Ne le recevez pas, comme si ça se devait... Vous ne faisiez pas un peu de la rébellion là au sein du parti? Non mais moi ça m'étonne en fait parce que... La rébellion... Oui mais on a jamais vu des vice-présidents. Si des vice-présidents comme vous le dites appellent pour dire ne le recevez pas, c'est qu'il y avait un problème à Conakry. Non, ça posait tous ces problèmes. Moi quand je me suis déplacé ici, par exemple, quand j'allais au Gabon, je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2018. Ça faisait 1 an que les jeunes du Gabon organisaient un tournoi. Ils voulaient que je sois là pour la finale. Ils m'ont adressé une invitation et puis le président a dit non, il ne va pas aller. Et puis les jeunes ont dit, ah ben si Gawal ne vient pas, alors nous on vous attend, vous venez. Il a pris l'engagement d'aller. Et puis ça a tourné, ça a duré longtemps. Et un jour il s'est trouvé en Afrique du Sud. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez président, moi je dois aller au Gabon. Il m'a dit, bon, écoute, je suis ici pour l'international libéral, je ne peux pas me libérer pour aller au Gabon parce qu'ils veulent que ce soit toi ou moi. Maintenant, tu peux aller. Je suis parti au Gabon. Ça a donné lieu à une très grande mobilisation. Et puis au retour, et ça c'est une anecdote un peu bizarre, on s'est croisés à l'aéroport d'Abidjan. Il allait à une conférence de l'international libéral. Moi, je revenais du Gabon et je m'apprêtais pour aller au Libéria. On s'est croisés à l'aéroport et puis il est arrivé dans la salle. Mais il ne m'a pas salué. Il allait s'asseoir dans la salle VIP 2. Il était avec Nadia et Madame Bachérif. Et puis j'étais arrêté avec les deux dames. On se saluait. Et puis le président est arrivé, il allait s'asseoir dans la salle d'à côté. On va saluer. Et puis on est resté comme ça. Il vous a fait d'akoudou? Non, il m'a ignoré complètement. Il est allé s'asseoir dans la salle d'à côté. Et puis, un moment, c'est le fédéral de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahima Diallo, Dr Diallo. Il est venu me voir, il me dit, écoute, le président n'est pas content de toi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, parce qu'on lui a envoyé une photo, des affiches où c'est marqué Gorko Soussaï, tu vas au Libéria. Il n'est pas d'accord. J'ai dit, mais bon Dieu, dis-le que mon avion c'est dans 15 minutes. Je vais décoller tout de suite. Entre-temps, moi j'arrive au Libéria, il n'y avait aucun membre de la fédération UFDG. Les grandes gueules. Ni section, ni responsable n'est venu. Mais pourtant, il y avait plus d'une 60aine de véhicules qui m'attendaient à l'aéroport. Ouais. Mais il n'y avait aucun.
Et j'ai fait tout mon séjour, j'habitais chez un oncle à moi, parce que j'étais allé pour voir de la famille. C'est un oncle à moi qui m'a reçu, Elhaj Ibrahima Binani, qui m'a reçu là-bas. J'habitais chez lui. Et je n'ai pas rencontré un seul responsable de l'UFDG. On s'est vu le vendredi à la mosquée, quand j'allais prier. Et puis j'ai appelé le fédéral, j'ai dit, mais toi aussi, tu apprends qu'il y a un député, membre de ton parti qui est ici, tu ne peux pas venir me saluer? Quand même. Il a dit, ben, on fera une délégation, on viendra vous voir. C'est le jour de mon départ que je l'ai vu. Il est venu là-bas, il dit, bon, on s'excuse, nous on nous a appelés à Conakry. Les grandes gueules. Vous n'êtes pas venu nous accueillir parce que vous n'êtes pas dans la mission du parti. Je dis, ah bon? Et c'est là que j'ai appris que c'est Aliou Condé qui l'a appris pour lui demander de ne pas venir à ma réception. Et donc, je suis resté là-bas, j'ai pris mon avion de fin de voyage, je suis revenu à Abidjan et puis Conakry. Normal, le président n'était pas content. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je suis arrivé et ça n'a pas empêché que des Guinéens, des militants du parti, des responsables se mobilisent. Parce qu'on a fait un grand match au stade de Libéria et il y avait énormément de foule. Voilà. Mais ça, je n'ai pas évoqué ça pour en faire parce que ce n'était pas la première fois. Bien. Mais ça arrive systématiquement. Mais pourquoi ça se fait? Voilà. Mais ça, c'est la réalité. On a ce auditeur qui nous écrit, qui nous demande d'insister sur ce problème de tablette. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Parce que vous êtes là à feinter, je ne sais pas trop. Docteur Fodéoussu n'a pas quand même inventé cette histoire. Oui, parce qu'on a parlé de 15 000. Hein. C'est ça, mais c'est ce que je dis. 15 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tablettes du parti que vous allez revendre et que finalement l'argent vous allez sauter sur la grenouille. C'est ce que Fodéoussu nous apprend. Non, Fodéoussu, il fait de la mauvaise foi parce qu'au fait, moi j'ai un ami à qui j'ai sollicité pour nous accompagner pendant la campagne, pour qu'on puisse avoir des petits équipements, des téléphones et des tablettes pour donner aux communicants. Et puis un jour, il m'a amené un gros lot de tablettes et de téléphones. Ok. J'ai pris les téléphones, j'ai partagé... Donc cette histoire a eu lieu, finalement. Attendez, ok. Elle a eu lieu. Okay. Mais ce n'est pas un don qu'on a fait au parti. Ok. Hein? Moi, j'ai sollicité un ami qui m'a donné ça. Il m'a dit, bon, écoute, vas-y faire. Comme d'ailleurs la cellule de communication de l'UFDG, elle n'a pas été construite par l'argent du parti. C'est des amis à moi qui me l'ont donné. Qui sont venus, certains me donner de l'argent, j'ai dit non, construisez. Et que j'ai fini par présenter à Cellule d'Aleng en disant, voilà, c'est cet ami-là qui est venu vers moi, qui m'a donné, qui a fait la cellule, qui nous a construit ce bâtiment. Ce n'est pas des cotisations du parti, ce n'est pas les financements de Cellule d'Aleng qui ont fait la cellule de communication. C'est moi qui suis allé vers des gens, dont certains sont des responsables ici en Guinée, qui ne souhaitent pas qu'on dise leur nom, qui ne sont pas des militants du parti, qui sont connus ici, dont certains même étaient en inimitié avec le président, mais qui m'ont accompagné puisque c'est de la famille. Et donc, quand on a fini de faire ce truc, je viens, je vois Cellule, je lui dis, écoute, président, moi j'ai des tablettes, j'ai donné quelques-unes de ces tablettes-là, on les a données à des gens, et à ce moment-là, je crois tous les responsables qui étaient là à la cellule de communication avaient eu quelques tablettes, les Baba Milimono, les Alpha Bakar, ceux qui étaient là, tous les jeunes là, j'ai distribué des tablettes. Et puis après, je vais voir la cellule, je lui dis, écoute, j'ai un ami qui m'a donné des tablettes. Il y en a beaucoup, je crois qu'on peut s'en servir pour autre chose. Il m'a dit, ok, bon, ben écoute, on va en reparler après. Je dis d'accord. Et puis au bout d'une semaine, il me dit, écoute, j'ai acheté les tablettes pour ce qu'on a besoin à distribuer à nos éléments à l'intérieur du pays. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ces tablettes-là? Il dit, on en parlera. Et puis un jour, dans une discussion, il m'a dit, écoute, on va vendre les tablettes parce qu'on n'en a pas usage maintenant. Moi, j'ai déjà des tablettes en doublon. Il m'a dit, bon, est-ce que tu sais quelqu'un qui les rachète? Je dis, ah, je connais quelqu'un qui peut les vendre. Mais pourquoi pas vos tablettes? Et donc, vos tablettes avaient quel problème? Non, ils n'avaient pas de problème. Donc, on a donné à une opérateur... C'est le président qui a proposé que vous vendiez des tablettes? Oui, on a échangé. Je lui ai dit, écoute, si on n'en a pas besoin, on le revend. Il m'a dit, ok, il faut les revendre. Je dis, ok, je les donne à un opérateur économique. Entre-temps, nous, on est arrêtés. On va en prison. On reste là-bas. Et puis, à la fin de ma prison, moi, je vais en France. Quand je suis revenu, il m'a relancé un jour. Comment est-ce que tu connais les tablettes où ça se trouve? Je dis, ah tiens, je vais appeler le gars. Je l'ai appelé, il avait vendu les tablettes. Je dis, bon, tu prends l'argent, tu ramènes au parti. Ce qu'il a fait, bien sûr, ce qui a été fait. Et j'ai dit, tu demandes qu'on te donne un reçu. Il a versé là-bas l'argent. Le montant C'était beaucoup d'argent. Donc on parle de 15 000 $. Autour de ça. Donc on a déposé l'argent. Il y a eu un reçu qui a été délivré. Et puis moi, je n'ai plus entendu parler de cette histoire.
Si Fodéou se dit aujourd'hui parle de tablettes, c'est sûr qu'il le reçu existe. Bien sûr, bien sûr, auprès du revendeur. Bien sûr. Il a versé là. Pas qu'au revendeur, même moi j'ai une copie. Vous avez une copie du reçu? Bien sûr. Non, mais ça veut dire que les papiers existent. S'il veut savoir si cet argent a été versé, il n'a qu'à demander. Mais oui, mais il y a une chose curieuse. Vous avez des tablettes. Attends. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Vous avez des tablettes. Monsieur le ministre. On vous donne, monsieur le ministre, des tablettes. Vous les proposez au parti. Néanmoins, le président. C'est ça le sens de ma question. Le président va chercher des tablettes ailleurs. On sait que vous êtes un expert du domaine informatique et tout. Dites-nous pourquoi. Est-ce qu'on a bypassé vos tablettes pour aller acheter d'autres tablettes? Est-ce qu'on craignait un logiciel malveillant à l'intérieur? Un espion malveillant, d'espionnage? C'était quoi? Est-ce qu'il y avait une suspicion? Pourquoi a-t-on évité vos tablettes? Non, je ne pense pas qu'il a évité. Je pense qu'au moment où je lui donnais l'information, il avait probablement lancé une commande. C'est ce que moi je peux croire. C'est-à-dire qu'il avait déjà commandé ces tablettes avant de savoir que moi j'avais... Parce que moi je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Moi je ne m'attendais pas qu'on me donne autant de tablettes. Ouais. Moi j'étais sûr que quand j'ai demandé des tablettes, je ne m'attendais pas qu'on me donne autant. Les grandes gueules. Donc c'était plutôt beaucoup. Bien. Ousmane Gawal Diallo est notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Tamba. Vous l'avez mentionné vous-même, vous me tendez la perche. Vous avez fait la prison. Et vous n'êtes pas le seul. Abdoulaye Ba fait partie de ceux-là, c'est Lou Baldé également. Alors, le vrai problème porté dans l'opinion qui a finalement... c'est comme ça que l'on comprend. La vraie brouille va commencer au moment où vous sortez de prison. Ousmane Gawal Diallo, même nous qui ne sommes pas membres du parti, nous apprenons que vous avez, entre guillemets, comme ça se dit, vendu votre âme au diable. Vous avez cédé aux tentations de M. Alpha Condé. Vous seriez devenu, à partir de la prison, une taupe au service du professeur Alpha Condé pour déstabiliser l'UFDG. Et puis, jusqu'à plus récemment, la décision de vous exclure du parti est prise. Parlez-nous de ces moments-là. Déjà de la prison, jusqu'au moment où la brouille commence, jusque plus tard, la décision de vous exclure du parti. Comment le processus a-t-il été mené? On sait que vous l'avez contesté, parfois en tout cas sur les médias, mais comment est-ce que ça s'est mené? Bon, après, il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, nos relations n'ont pas toujours été faciles. Nous, on a eu toujours des mésententes sur beaucoup de sujets qui ont donné lieu à beaucoup de médiations. Des responsables du parti, mon père, des membres de la coordination, beaucoup sont intervenus. On fait la médiation régulièrement entre nous quand il y avait des brouilles. Mais en prison, c'était particulier. Je pense que le problème fondamental que j'ai eu avec lui, c'est quand on a publié cette tribune. Mais qu'est-ce qu'elle disait, cette tribune, en quelque sorte? C'est de dire que de ne pas prendre sous prétexte notre incarcération pour refuser d'ouvrir le dialogue. Il fallait que le dialogue soit nécessaire. Et ça se fait entre le bourreau et la victime. J'ai donné, et après, dans l'heure qui a suivi la publication de cette tribune, j'ai vu le communiqué que l'UFDG a publié sous la signature du président, nous contestant le droit de proposer un cadre de dialogue en lieu et place de la direction nationale. Alors que notre volonté était de dire que, même en étant en prison, on n'est pas contre qu'il y ait un dialogue qui soit ouvert avec les uns et les autres. Et qu'au bout du dialogue, on pourrait recouvrir notre liberté parce que ça pourrait permettre de faire rejaillir la lumière sur les accusations qui pesaient sur nous. Voilà, c'était ça la force de l'argument. Ouais. Et quand j'ai eu par la suite le président de l'UFDG, je l'ai expliqué, je lui ai dit, écoute, c'est de la prison que Mandela a noué le dialogue avec l'apartheid. C'est de ce dialogue-là qu'il a tué l'apartheid. Il n'a pas attendu que quelque chose arrive. C'est avec les bourreaux de l'apartheid qu'il a fait le dialogue qui ont abouti à la mise à mort de l'apartheid. Et donc, il ne faut pas craindre d'ouvrir le dialogue avec le RPG. Il faut le faire. Même si vous êtes le demandeur, il m'a dit non, moi, ce n'est pas ça que je veux. Je préfère même mourir ou vous laisser, je ne sais pas. Et donc, j'ai pris ça avec beaucoup de violence. Quelqu'un qui dit, je préfère votre mort même que de dialoguer avec le RPG. Moi, j'ai pris ça avec beaucoup de violence. Oui, mais... Il l'a dit. Il l'a dit.
Il a dit quoi? Qu'il ne le ferait jamais. Et d'ailleurs, dans Africa Guinée, je crois, ou dans un des médias de la place, comme vous l'avez il a dit prêtement il a dit dans un... Non, il a dit clairement. Textuellement. Et je vous le dis clairement. Et je pense que ça, c'était Attendez, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est ça. T'as coupé ton micro. Je vais vous dire ceci. Non, il a dit clairement. Quoi? Qu'il souhaite sa propre mort ou bien la vôtre. Qu'il ne fera jamais cette démarche vers Alpha, même si on devait en mourir. Il ne fera jamais cette démarche-là. Et c'était clair pour lui. Il ne le ferait jamais. Même si vous deviez en mourir. Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui l'interviewiez ici, pendant la période-là où il a dit qu'il ne va pas se mettre à genoux devant Alpha pour obtenir la libération de ses militants. Il l'a dit dans un des médias ici, et vous pouvez chercher la trace, elle se verra sur Internet. Moi, j'ai pris ça avec beaucoup d'agressivité. Je comprends, mais je comprends que vous le preniez avec beaucoup d'agressivité, mais ça a quand même son sens dans le combat politique et dans une situation où on gère des convictions. Ça n'a pas de dignité en politique. Moi, je vous laisse le choix de. Moi, je vous laisse le choix de dire que ça a eu sens. Moi, j'étais quand même. C'est quand même la prison. Moi, j'étais quand même après 21 jours de réanimation que j'étais quand même à l'hôpital. Je faisais 21 jours que je sortais de la réanimation. Quand vous me dites ça, je ne le comprends pas. Je comprends que quelqu'un qui est en prison, moi, que je dise je préfère mourir. Mais toi là qui dois m'aider, c'est pas à toi d'adopter ces positions. Quel que soit moi, après derrière, il peut avoir ses justifications. Mais je ne l'ai pas compris. Sauf qu'après, on est rentré dans une dynamique de silence. On n'a plus jamais dialogué. Jusqu'à ce que vous êtes sorti. Vous n'étiez pas le seul signataire. Situation que c'est Baldé perd son père. Vous étiez avec notamment le doyen Chérif Ba, avec Abdoulaye Ba aussi, je crois. Et c'est Baldé qui va perdre son père en prison d'ailleurs. Oui, justement. Mais pourquoi c'est vous? Abdoulaye Ba avait-il signé? Non. Il n'avait pas signé. Il n'avait pas signé, même si il n'avait pas signé. Mais c'est pas la question de la signature. J'aurais pu être. Pourquoi c'est vous qui avez Parce qu'il n'était pas d'accord avec vous à l'époque. Je vais vous dire. Non, on était d'accord. On n'avait pas de bruit. On n'avait pas de bruit à l'intérieur de la prison. Il n'y avait pas de bruit entre nous. Moi, ce que je veux dire simplement, même si j'étais seul à signer ce courrier-là, j'allais l'assumer tout seul. Ça ne devrait pas donner lieu à des polémiques. Il peut m'expliquer les bonnes raisons pourquoi on ne fait pas ça à cette étape-là. Les grandes gueules. Parce que c'est ma conviction, c'est ma croyance de dire que ça ne sert à rien de dire que je ne dialogue pas. Il faut à un moment donné évaluer le contexte et prendre les décisions qui sont liées à ce contexte-là et avancer. Bien. Si vous restez sur les positions initiales alors que le contexte a évolué, vous vous trompez dans l'analyse. C'est très important. Et après, on sort de prison. Et moi, j'arrive, c'est le président de l'UFDG avec Cellou Baldé, Abdoulaye Ba et Chérif Diallo. Et la Chérif, on arrive là-bas pour le saluer pour les fêtes. Et là, dans son salon, moi, je l'apprends. Il dit qu'il y a des gens qui sont des tops, payés pour déstabiliser le parti, dans la marge de la discussion qu'on est en train de faire. Il dit ça comme ça. Après, il souligne que oui, il faut des Oussou, Kalemoudou, quand eux, ils ont des contacts avec Alpha, ils lui font les comptes rendus. Donc, genre, ceux qui ne font pas le compte rendu quand ils ont des contacts avec Alpha, c'est eux qui déstabilisent le parti. Là, il dit, et moi, j'étais assis, j'ai dit, écoutez, moi, je suis malade, je vais rentrer chez moi. Et je me lève, je pars chez moi, parce que j'en avais vraiment là, quoi. Et je suis parti. Et il a récidivé ça dans une autre discussion. Et là, je l'ai appelé au téléphone pour lui dire toute ma désapprobation par rapport à ce discours qui ternit l'image de ceux qui sont sortis, parce que ça crée l'anathème sur les ensembles. Et c'est là que les gens ont commencé à dire, ouais, peut-être c'est Gawal Lato, peut-être c'est Cellou Lato, peut-être c'est Abdoulaye Ba Lato, peut-être c'est Paul Pierre. Et c'est allé dans tous les sens. Ça se situerait aussi dans l'opinion. Avez-vous été contacté depuis la prison? Parce qu'il y avait de la pression de l'extérieur. Mais je vais vous dire... En leur demandant d'écrire des courriers pour pouvoir obtenir leur libération. Aviez-vous été contacté? Je vais vous dire... Et il se disait qu'avec Alpha Bakar, qu'il y avait donc des discussions à travers Alpha Bakar. Je vais vous dire... Si moi, on m'avait demandé d'écrire un courrier pour être libre, j'allais l'écrire et l'assumer. Si je prenais la décision d'écrire un courrier pour être libre et aller me soigner, j'allais écrire le courrier, l'assumer. Je n'allais pas dire à quelqu'un, si on me demandait, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais être libre parce que de toute façon, toutes les accusations là, c'était fantaisiste. Qu'est-ce que ça sert d'être, on n'est pas costaud en prison? J'allais l'assumer pleinement en disant oui,
sous la contrainte, on m'a dit de faire ça pour être libre. J'allais l'assumer. Où est le problème? Si j'ai fait quelque chose, je l'assume. Donc il n'y a jamais eu de contact avec Alpha? Non, c'est-à-dire que s'il y a des contacts avec Alpha, pour dire que les contacts avec Alpha, c'est pour déstabiliser le parti, mais j'allais le dire publiquement. Il n'y a jamais eu de contact. Quand je suis sorti de prison, on a dit oui, c'est pour payer. Mais qu'est-ce qu'on va me payer pour déstabiliser? Tu vas déstabiliser le parti en faisant quoi? Oui, mais parce que la question... Il n'y a jamais eu de contact avec Alpha? Attendez. Non, il n'y en a pas eu. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire pour dire qu'on crée des conditions de déstabilisation? Ça veut dire quoi, déstabiliser un parti? Ça veut dire quoi? Après, tout, ça ne veut rien dire. Quand on est sorti, on s'est retrouvé un certain nombre de cadres du parti. Celle Baldé, moi-même, El Djouma, des gens de la France, Diogo Baldé, les Safa. On a trouvé un groupe de cadres. On a décidé de faire un diagnostic du fonctionnement de l'IFDG pour proposer des solutions. Et on a fait, pendant un mois, on travaillait sur, vraiment pour analyser toutes les faiblesses de notre organisation, aussi bien sur le plan politique que sur le plan du fonctionnement. Et on a fait un document qu'on a adressé au président de l'IFDG pour le conseil politique. Et le lendemain, on a appris qu'on était en train de faire un complot. C'est un document qu'on a travaillé en tant que cadre du parti. Est-ce que le document-là voulait parler de congrès, de changement à la tête du parti? Il parlait de l'évolution des structures, du changement des cadres, du changement des organisations, du changement de la politique, du changement de nos décisions, des mécanismes de fonctionnement du parti. Il touchait tous les aspects liés au fonctionnement du parti. Parce qu'on voulait que le pays et le parti soient institutions. Est-ce que vous-même, à travers ça, il n'y avait pas cette volonté de changer la tête du parti? Mais la tête du parti changera. Tôt ou tard. C'est pas mais ça ne doit pas être un tabou. Mais surtout, de votre part, il s'est dit que par moment, vous avez osé dire je veux être candidat. Non, j'ai dit clairement qu'il fallait un candidat. Qu'il fallait carrément faire un congrès. On ne peut pas continuer à faire avec les mêmes équipes. Mais est-ce que depuis longtemps, vous aviez exprimé le besoin d'arriver à la tête du parti et que celui-là su clairement? À part de par vos actions, est-ce que c'est sorti de votre discours? Écoutez, si moi, non, je n'ai pas dit chacun d'entre eux lui-même me disait toujours les grandes gueules. Pressé pour être là. J'ai dit mais moi je suis pas pressé. C'est le temps qui est pressé. Mais c'est clair comme ça. Mais vous sortiez quand même d'une élection présidentielle perdue. Ça vous a souvent traversé l'esprit d'être là à la tête du parti? Bien sûr. Bien sûr, c'est pas un tabou. Ouais. Et à supposer qu'il y a eu congrès à un moment donné, est-ce que vous vous seriez présenté par exemple si je sentais, mais pourquoi pas? Ouais. Moi, je n'ai pas de barrière pour dire c'est celui je ne peux pas contre lui. Si un congrès s'organise, si c'est celui qui est président et j'ai envie d'être là, je me présenterai contre lui. Mais la question, vous êtes toujours membre. Après l'élection présidentielle perdue de 2020, est-ce que vous n'étiez pas en train de contester finalement la légitimité de ces lots pour continuer à être le candidat du parti? Est-ce que le discours en fait sous-jacent, c'était pas désormais il faut faire avec une autre personne, mais plus c'est loup. Mais je crois à ça. Et puis concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez quand vous dites que le parti doit évoluer? Écoutez, je vais vous dire. Vous savez, statistiquement quand même, on peut dire à une assise, il y a un leader quand même qui, sur la base des résultats, qui est en pole position. Il fait plutôt l'unanimité. L'unanimité encore. La meilleure manière de vérifier ça, c'est de faire des congrès. La meilleure manière de faire ça, de vérifier ça, c'est de faire des congrès ouverts et démocratiques. Ouais. La meilleure manière de le vérifier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire j'ai la légitimité si vous-même vous n'organisez pas les choses de façon démocratique et que vous ne maintenez pas le débat démocratique. Parce que le problème qu'il y a à l'intérieur, c'est que personne ne parle. Lorsque vous prenez des positions qui sont en porte-à-faux ou en contradiction avec la position du président, tout de suite vous êtes un animal à abattre. Vous êtes un traître, vous êtes pressé, vous êtes vaurien. Moi, j'ai assumé des positions. Le dernier congrès s'est tenu quand? En 2020. En 2015. Moi, j'ai assumé des positions ici. Ce n'est pas pour qu'on me traîne dans la boue. J'ai fait des efforts dans ce parti. Ce n'est pas pour qu'on me traîne dans la boue. Je veux des positions dans ce parti. Ce n'est pas pour qu'on me traîne là-bas. Il appartient aux militants de dire non. Mais vous n'y êtes plus au sein de ce parti. Vous avez été exclu. Donc ça veut dire que vous ne reconnaissez pas votre exclusion. Ça veut dire que votre histoire n'est pas terminée avec l'UFDG? Non, elle ne peut pas être terminée. Ce n'est pas sur cette base-là qu'elle va se terminer. Elle va se terminer. Vous ne reconnaissez pas cette exclusion? Pour vous, c'est pas... Elle n'a aucun sens. Vous reviendrez. Je vais vous dire pourquoi. L'UFDG ne donne pas du pouvoir à son président d'exclure quelqu'un. Quel qu'il soit. C'est le Congrès qui m'a mis là-bas. Et c'est le Congrès qui va m'exclure du parti. Et le Congrès
C'est le bureau exécutif qui va lui soumettre la question. Et le bureau exécutif ne lui soumettra la question que lorsqu'on me mettra en accusation et qu'on me jugera devant un conseil de discipline qui va statuer sur les raisons. Parce que je ne vois pas les raisons pour lesquelles on m'exclut. Si El Selou et les 7 autres personnes qui sont associées à lui pour prendre cette décision, ils sont ouverts au débat et à la démocratie, qu'on me mette en accusation devant le conseil de discipline. Je viendrai répondre devant les grandes gueules. Et si le conseil de discipline conclut que j'étais coupable, il appartiendra au conseil de discipline de demander au bureau exécutif de me prononcer une exclusion temporaire qui ne doit pas aller au-delà de 24 mois. Entre-temps, s'il y a un congrès, c'est le congrès qui doit être saisi pour qu'il statue sur mon exclusion ou non. Ce n'est pas... Alors, vous êtes membre, en clair, vous êtes membre de l'UFDG. Que s'est-il passé alors dans les faits? Comment est-ce qu'on vous a exclu dans les faits? Mais dans les faits, 7 personnes se sont réunies. Il y avait Fodé Ousouali Kondé, Kalemoudi Hassane, Selou Daleng, Lamine Diallo, Banosso. Ils se sont réunis, ils ont échangé 2-3 fois et puis ils ont décidé de m'exclure. Ils ont demandé au conseil juridique de rédiger un courrier. Mais il n'y avait aucun motif là-dessus. Et puis après, c'est le signe ça depuis Dakar et il envoie sur Internet. La réalité, c'est que si vous accusez quelqu'un, d'abord c'est en très grande contradiction avec les principes du parti et le principe de l'international libéral. Il n'y a pas de condamnation sans jugement. Il n'y a pas de jugement sans mise en accusation. Et sans donner la possibilité à l'accusé de se défendre. Si on me reproche quelque chose, mais qu'on m'accuse de ça et qu'on me mette devant le conseil de discipline et que le conseil de discipline m'entende avant de décider que je suis coupable de quelque chose. Si c'est une seule personne qui décide que je te condamne, tu es jugé coupable, M. Mara est là, c'est un juriste que les Guinéens respectent, alors on vous écoute là-dessus. On ne peut pas condamner. Claire, monsieur le ministre. On est peut-être arrivé à la fin, mais on ne va pas vous laisser sans aborder le thème du bois que le ministre veut couper. Oui, mais il va détruire nos forêts. Il faut clôturer. Monsieur le ministre, en clair, vous êtes membre de l'UFDG. Jusqu'à ce que le Congrès statue le congrès. Et vous reviendrez. Ah ben attendons le congrès. Moi je suis parti de nulle part. Moi, pour que... Non, là il est au gouvernement. Non, attendez. Là il est au gouvernement. Le fait d'être au gouvernement m'amène à suspendre mes activités dans le parti. Voilà. Ça c'est ce qui se fait actuellement. Voilà. J'ai suspendu mes activités au parti. Bien. Mais si j'étais accusé devant un conseil de discipline, je demanderais l'autorisation à mon Premier ministre de venir devant le conseil de discipline pour répondre. Bien. Jusqu'à ce qu'il statue sur ma culpabilité. Donc après le gouvernement, on peut s'attendre au combat de Ousmane Gawal au sein de l'UFDG. Ah, c'est clair, aussi clair que l'eau de roche. Mais ce qui est là, ici, ce qui est étonnant, c'est que c'est important que celui qui se fait passer pour un chantre de la démocratie, quelqu'un qui se bat pour les droits, qui se fait ceci, et que dans sa propre formation politique n'est pas capable de faire respecter le principe minimum du droit des textes qui régissent le fonctionnement de son parti. C'est un très gros problème pour lui et pour la Guinée. Parce que si on devrait mettre les textes de côté et gouverner sous la volonté simplement du chef, alors en ce moment-là, ce n'est pas la peine de revendiquer les droits de l'homme, ce n'est pas la peine de revendiquer la démocratie. Et notre adhésion, même à l'international libéral, devrait être remise en cause parce qu'elle a pour principe le respect du droit des individus et le respect des procédures judiciaires édictées dans les textes des organisations politiques qui sont membres de l'international libéral. Et donc, vivement le retour de la démocratie à l'intérieur de l'UFDG et du débat contradictoire. C'est très important. Ceux qui ne veulent pas, il y a plein de gens à l'intérieur du parti avec lesquels on ne s'entend pas ou on s'entend sur des sujets précis parce que tout ça n'est pas personnel. Bien. Mais on a des visions différentes sur des choses. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette question du débat à l'intérieur du parti doit s'ouvrir. Bien. Pour savoir. Aujourd'hui, vous demanderez à 90% des militants pourquoi on a exclu Ousmane Gawal. Personne ne sait. Même autour de la table ici, vous ne savez pas quelles sont les raisons. Ousmane Gawal Diallo était notre invité ce matin, mesdames et messieurs, chez les GG. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Voilà, la vérité crue d'Ousmane Gawal ce lundi sur Radio Espace et chez les GG, mesdames et messieurs. Oui ou non? Voilà, allez-y mon cher Jacques Lewaleno, oui ou non? Oui ou non, votre bataille aujourd'hui, c'est de voir le Selou Daleng Diallo que vous n'avez jamais aimé, en tout cas dès le départ, partir de la tête de l'UFDG. Non, je pense qu'il est temps qu'il y ait un renouvellement de génération. Il n'y a pas que lui.
il y a aujourd'hui à repenser oui ou non? les cadres Monsieur le du ministre, parti, c'est oui ou non? C'est les mêmes qui sont là depuis 2007. C'est oui ou non, monsieur le ministre? Voilà, c'est bien. C'est pas question personnelle, c'est une question qui touche la structure. Donc oui ou non, vous voulez un changement à la tête de l'UFDG? Nous voulons un changement dans tout le parti. Oui bien, ou non, s'il vous est donné la possibilité d'occuper aujourd'hui la tête de l'UFDG, vous allez le faire. Mais je vais sauter de 2 pieds. Allez-y. Oui ou non, votre communication. Oui, c'est pas possible. Allez-y, Mohamed. Va danser, lui, il va sauter des 2 pieds. Eh bien, dansons. Monsieur le ministre, oui ou non, votre communication sur l'affaire Dubois était une erreur? Non, pas du tout. D'abord, pourquoi si vous me permettez une parenthèse. Non, vous allez développer après, à la fin. Voilà, pas du tout. Voilà, allez-y, Roby. Alors, oui ou non? Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que votre style de communication est très antinomique avec celui de Cellou Dalein Diallo, mais finalement, est-ce que le problème n'est pas Cellou, mais plutôt la bande de 6? Oui ou non? Écoutez, les conseillers ont toujours un rôle, mais le principal, c'est oui ou non, le problème entre vous et Cellou vient de la bande des 6. Non, et ils peuvent attiser, mais le problème était là déjà depuis. Hein. Depuis le départ, il l'a dit. Certains d'entre eux essayent de faire... Parce que vous n'avez, à plusieurs fois que vous avez relevé les problèmes, vous avez cité les 6. Oui, mais ce n'est pas eux qui m'intéressent. Eux, c'est normal. Je veux dire, ils veulent arriver au niveau où moi je suis. C'est normal que si je ne peux pas accepter ça, ça ne marche pas. Ouais. Tu dois aussi accepter que les gens veuillent te bousculer. Ça, c'est normal. Sûr, évidemment. Après, c'est les principes du fonctionnement. Ils doivent être incarnés par le leader qui doit faire respecter les textes. Oui ou non? Si on devait me sanctionner, c'est à lui qui devait s'imposer pour dire non. Ou non. On doit respecter ses droits. Voilà. On doit respecter les règles. On doit respecter les textes. Oui ou non? Monsieur le ministre, allez-y. Tama, oui ou non? Alors, vous avez acheté une tronçonneuse. Vous avez acheté une machine à fendre du bois, monsieur le ministre. Vous nous avez même servi une sorte de business plan réduit, minimalisé sur Facebook. Diba est là, c'est le spécialiste du business plan. Attendez-moi. Il y a une ONG qui a lancé une pétition contre votre business. La pétition veut que vous retiriez de ce marché-là. Alors, oui ou non, lorsque le quota visé par l'ONG en termes de signature sera atteint, vous plierez, vous céderez et vous vous retirerez dans ce commerce du bois de chauffe. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Je vais vous dire. J'ai une autre question en fait. Attendez, donc je veux oui ou non d'abord. Oui, mais je vais vous dire. Je ne vais pas me retirer. Je vais prendre chaque signature là. Comme une volonté, je vais faire un arbre. Je vais planter un arbre par signature. Donc je ne vais pas me retirer. Donc mais je vais planter un arbre par signature. Alors oui ou non, cette... Oui ou non, cette publication est contraire. C'est le business même qui est contraire à la refondation verte. Non, pas du tout. Justement, elle est contraire à ce que fait le président chaque jour à la veille du JT. Non, pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. On plante les arbres pour les couper. On ne plante pas les arbres pour les couper. Non, on ne les plante pas pour les couper. Écoutez-moi. Je vais vous... Écoutez-moi. On ne plante pas pour les couper. Écoutez-moi. D'ailleurs, on ne les plante pas forcément pour les couper. On va l'écouter. Je vais vous dire clairement. On va l'écouter. Je vais vous dire clairement l'affaire de bois. Quand on plante des arbres, c'est pour que les générations futures les coupent. Nous coupons les arbres que nos générations antérieures ont vu naître ou ont planté. Je vais vous dire une chose. C'est pas que réducteur. Non. On peut planter des arbres pour qu'ils se maintiennent, pour avoir des fleuves qui se maintiennent, pour avoir plus de pluviométrie. Moi, je dois rendre l'antenne, malheureusement. Voici d'autres enjeux. Si vous me laissez pas, je ne vais pas développer pour vous. Allez-y. Et ça sera perdu pour Mara. En Guinée, la coupe de bois n'est pas interdite. Elle est réglementée. Il faut des règles, des redevances, des droits, des quantités à couper, des espèces à couper, c'est réglementé. Et ce n'est pas interdit. Je ne vois pas pourquoi ces ONG s'agitent comme si j'étais en train de faire une activité interdite. Madame Yero est là, elle est pressée pour le micro, mais en quittant ici, en quittant ici, elle va aller acheter un fagot de bois ou du charbon pour faire sa cuisine. Malheureusement. Merci. Attendez, est-ce que cette sortie est opportune? Non, mais je dis, je vais vous dire, les gens prennent juste le sujet qui a communiqué pour faire leur communication. Plus que était opportune. Oui, je vais vous dire une chose. Ça, je vais vous dire quel était l'avantage de ça. Moi, j'ai arrivé à Gawal. À Gawal, on a des gens qui ont pour rôle principalement d'approvisionner le marché en bois de chauffe. Ils sont quelques-uns.
ils coupent ça à la hache. J'ai vu ces gens, j'ai dit, écoutez, je vais vous trouver une meilleure manière de le faire. Je dis, oh frère, une tronçonneuse et amenez cette fendeuse de bois. Aujourd'hui, en termes d'efficacité, ils le font. Deuxièmement, allez-y parcourir les champs des gens. Quand vous voyez un bois mort, dites à la personne que vous allez l'acheter, de ne pas mettre le feu. Aujourd'hui, on va dans les champs, on achète. Et j'espère que ça aura une conséquence sur la réduction des feux de brousse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un bois mort chez vous, au lieu de mettre le feu pour le faire disparaître, vous nous appelez, on viendra le prendre, l'acheter et le découper et le vendre sur le marché. Sa deuxième conséquence. La troisième, c'est que les gens là, ils vont eux-mêmes lutter contre les feux de brousse parce qu'ils savent que leur matière première, ce sont les bois là qui sont tombés dans les champs. Donc eux-mêmes vont se précipiter pour le faire. Quatrième avantage, ah ben oui, c'est l'avantage économique. Voilà. Et ça aide les gens et ça préserve les forêts. Mais comme ceux qui parlent ne vont pas en brousse, la brousse pour eux, c'est le stade du 28 septembre. Nous, on connaît la brousse. Nous, on connaît la brousse. Monsieur le ministre, on connaît la brousse. L'effet pervers, l'effet pervers. L'effet pervers. L'effet pervers de cela. Non seulement, c'est pas... Quand un paysan sait, quand un propriétaire de terre sait que son arbre pourrait être acheté s'il est sec, qu'il y a de l'argent à se faire là-dessus, eh bien on le tue. C'est comme ça que ça se passe. Et on tue la forêt. Et vous savez, reconstituer la forêt, mon cher Tamba, je dois rendre l'antenne malheureusement. Bon. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'être passé nous voir ce matin. Peut-être un dernier mot pour vos militants, pour le peuple de Guinée, évidemment. Voilà. Il y en a pas d'abord. Le lapsus est très intéressant. Non, ce que je peux dire aux compatriotes, c'est que nous sommes dans une période très importante de notre pays, où les efforts du gouvernement, les efforts du CNRD, les efforts qui sont en train d'être faits pour ramener notre pays au niveau des standards en termes de débat politique, de dialogue politique, c'est des efforts qui sont colossaux, qui sont débattus par le gouvernement. Et c'est le moment de rendre un hommage particulier au Premier ministre, qui ne ménage aucun effort et qui fait tout ce qui est possible pour un Premier ministre pour aller amener les acteurs autour de la table. Je pense que c'est une opportunité qui est offerte à chacun de saisir cette main tendue, de reconnaître ces efforts du chef du gouvernement et des religieux pour être autour de la table, pour que les bisbilles politiques, les crises politiques soient derrière nous, pour que les Guinéens se regardent finalement en face, se disent les vérités qui fâchent et qu'ils puissent envisager un avenir meilleur, stable, pour garantir une prospérité partagée dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, ce matin. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission du côté de la radio. À la régie, il était là, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à notre ami aussi, Poutine, c'est bien cela, Malissila. Merci à vous tous. Juste derrière nous, à 13h, c'est Kerno Madouba que vous allez retrouver avec son équipe, évidemment, avec les informés. Prenez soin de vous. On se retrouve demain mardi pour votre plaisir. Au revoir.